C'était l'été de l'année dernière et j'étais un étudiant fauché. Mes parents étaient heureux de m'aider à payer mes études. Mais mon université était située dans une zone urbaine et plutôt huppée. Bien que la plupart de mes frais de scolarité soient couverts, j'avais encore du mal à faire face au coût de la vie. La nourriture, les vêtements et les services publics étaient tous très chers. Je travaillais de longues heures dans un café local en tant que barista, mais cela commençait à nuire à mes études. Je suis spécialisée en biotechnologie, un domaine d'études très difficile et compétitif dans mon école. Les cours que je devais suivre étaient extrêmement difficiles et me prenaient beaucoup de temps. Parfois, je restais debout plusieurs jours d'affilée afin de concilier mes études, mes cours et mon travail. Mais il fallait bien que quelqu'un paie les abonnements de bus et d'épicerie. Je ne voulais pas avoir à sacrifier mes notes et mes futures opportunités de carrière uniquement parce que j'avais besoin d'argent dans l'immédiat. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais à peine une vie à moi. Avec les partiels qui arrivaient et les examens quelques semaines plus tard, sortir avec des amis ou m'amuser en général n'était pas vraiment une option. J'avais besoin de gagner beaucoup d'argent rapidement, et quelque chose que je pouvais faire de préférence dans le confort de mon propre dortoir. J'ai immédiatement pensé aux emplois en ligne, mais aucun d'entre eux ne semblait légitime. La plupart d'entre eux demandaient peu de temps, mais ils ne rapportaient manifestement que peu d'argent. J'ai demandé à une de mes amies de classe supérieure, et elle m'a suggéré plusieurs choses. Au début, nous pensions à trouver un papa gâteau. Mais cela nécessitait parfois de rencontrer ces vieux hommes effrayants en personne, ce dont je n'étais pas très friande. Mais ensuite, mon amie a suggéré de vendre des photos de moi un peu plus révélatrices en ligne. Elle a affirmé qu'elle et beaucoup d'autres personnes qu'elle connaissait l'avaient fait des tas de fois, et qu'il n'était même pas nécessaire de montrer son visage, ou une grande partie de son corps. Les gens paient des sommes ridicules, même pour des photos légèrement obscènes, et vu que ma colocataire venait de déménager avec son petit ami, je me suis dit que c'était peut-être ma meilleure solution. J'avais cette chambre pour moi toute seule, et il n'y avait vraiment aucun mal à faire ça à ce stade. Je me suis immédiatement inscrit en tant que créateur d'OnlyFans. OnlyFans semble être le plus crédible et le plus populaire de ces types de sites. Ils semblent aussi être les plus sûrs et sont très libéraux quant aux bénéfices que les créateurs peuvent garder. De toute façon, presque toutes les autres filles de mon campus en ont un dans leur bio Instagram, alors je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de mal à essayer et que j'avais plus trop d'autres options de toute façon. C'était beaucoup plus facile que je ne le pensais de commencer. Plutôt jeune femme, je me suis considérée comme ayant un corps décent. J'ai économisé pour acheter une lampe circulaire bon marché, mais efficace sur Amazon, et mon smartphone avait un assez bon appareil photo de toute façon. J'ai commencé par prendre une photo de profil. On ne voyait rien au-dessus de mon menton. C'était moi, posant tout mignon avec seulement mes sous-vêtements. J'ai acheté une promotion d'une page Twitter assez importante pour mes seuls fans, et ça semblait fonctionner. J'avais déjà obtenu quelques abonnés et fans. Je n'étais pas dans le top 10 ou quoi que ce soit, mais mes investissements initiaux dans la lumière et la promotion ont tous été remboursés en quelques jours. J'ai même pris la semaine suivante un congé de travail. J'ai fini par prendre des congés la semaine suivante. Je voulais étudier pour mes examens de mi-session et à ce stade, les fans d'OnlyFans semblaient jouer les billets assez bien. Mon public semblait être un mélange d'hommes jeunes et vieux. Mais un jour, alors que j'envoyais des messages à quelques fans, j'ai remarqué une demande de DM avec un montant de paiement inhabituellement élevé. Bien sûr, beaucoup de ces gars avaient leur propre penchant bizarre, et étaient prêts à payer une somme surprenante juste pour voir mes pieds parfois. Mais là, c'était encore plus étrange. J'ai reçu un message direct de quelqu'un dont le nom d'utilisateur était John Doe, et il était prêt à payer 100 $ juste pour une photo de moi souriant. J'ai d'abord pensé qu'il avait ajouté un 0 supplémentaire par accident, alors je lui ai renvoyé un message juste pour m'assurer qu'il renvoie la demande avec le bon montant. Mais cet homme était sérieux. Il voulait voir une photo de moi souriant pour 100 $. J'ai pris un selfie immédiatement et je le lui ai envoyé. Il les a payés en totalité et nous avons continué à échanger des messages. Il voulait voir une vidéo de mon corps entier, du cou jusqu'en bas. Je l'ai fait et il a payé environ 50 $. Il voulait voir une photo de mes mains et je lui ai également envoyé. Après avoir payé des sommes inhabituellement élevées pour des photos plutôt bizarres, il a commencé à poser des questions assez profondes et étranges. Il a commencé par des choses comme « Quel âge as-tu » et « Es-tu célibataire ?» Puis il est passé à des choses beaucoup plus effrayantes, comme « Combien de partenaires as-tu eu dans le passé ? Vis-tu avec ta famille ? Vis-tu seule ? Es-tu sexuellement active ?» Pour l'instant, cela m'a fait extrêmement peur, mais je ne voulais pas être impoli envers cet homme. Après tout, il donne de très gros pourboires. Mais finalement, l'homme a commencé à poser des questions comme « Quels sont les MST que j'ai ?» Et à ce moment-là, j'ai simplement quitté le chat. J'ai continué ma soirée et je me suis endormie sans trop y penser. Il y a beaucoup de gens bizarres en ligne, et cet homme aurait pu être l'un d'eux. Le lendemain, je venais de rentrer de cours, le bus était un peu en retard, et moi aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable afin de commencer mon travail de nuit, si vous voulez. J'ai remarqué que mes seuls fans avaient une série de messages non lus de John Doe. Le même cinglé d'hier soir. J'ai d'abord hésité à les ouvrir, mais je l'ai fait. C'était une série de messages maniaques et fous.
Au début, il proposait de grosses sommes d'argent juste pour me parler. Puis il devenait très agressif et menaçant. Il menaçait de me retrouver et de m'attaquer simplement parce que je l'ignorais. J'en ai finalement eu assez. J'ai signalé cet homme à OnlyFans et je l'ai bloqué. Aucune somme d'argent ne valait son attention, et j'ai fini par en finir. Je n'ai jamais eu de nouvelles de John Doe les jours suivants. Tout s'est déroulé très normalement, jusqu'à un après-midi. Il était environ 16 h et j'étais dans mon appartement. J'étais dans la cuisine et j'avais besoin d'un peu d'air frais, alors je suis sortie sur mon balcon pour prendre quelques respirations profondes. Mais en scrutant la vue, j'ai remarqué un de mes voisins sur son balcon. Ce n'était évidemment pas particulièrement bizarre, mais j'ai remarqué qu'il regardait fixement mon immeuble. C'était un vieil homme qui me regardait d'une manière un peu intense et anxieuse. Je lui ai fait un petit signe de la main en guise de geste amical, mais je n'ai reçu aucune réponse. C'était bizarre, ai-je pensé. Mais ensuite les choses sont devenues encore plus bizarres. L'homme a sorti une paire de jumelles et m'a fixé avec. Puis il a commencé à balayer mon immeuble de haut en bas avec ses jumelles. J'étais extrêmement troublée par cela. C'était comme s'il cherchait quelqu'un. Est-ce que ça pouvait être moi? Pourquoi cet homme m'espionnerait-il? Je suis retournée à l'intérieur et j'ai essayé de m'en débarrasser. C'est alors que j'ai compris. John Doe de la nuit dernière. Est-ce que ça pourrait être l'homme qui me laisse ce message? Est-ce que cet homme effrayant d'OnlyFans pourrait vivre juste en face de chez moi? Je savais que je n'avais pas de temps à perdre. Alors j'ai immédiatement signalé l'homme à mon immeuble. Le service de sécurité de mon immeuble m'a alors signalé qu'ils avaient parlé à l'homme, mais qu'ils n'avaient pas trouvé de preuves suffisantes qu'il faisait quelque chose de mal. Ils ont même essayé d'en parler à la police, mais ils ont abandonné l'affaire parce que, eh bien, il n'y avait rien à signaler. J'ai été très irritée par tout ça, mais je n'ai plus jamais vu l'homme me reluquer. Alors je me suis dit qu'il avait compris le message. Mais un jour, je rentrais à pied d'une course à l'épicerie. Je n'étais qu'à quelques rues de mon immeuble et c'était le milieu de la soirée. Il commençait à faire un peu sombre, mais il y avait des lampadaires, et mon immeuble était dans un quartier plutôt agréable. Au fond de moi, je savais que c'était une décision stupide à prendre, parce que j'étais une jeune femme. Mais bon sang, je voulais juste manger un peu. C'est alors que je marchais, et je me suis sentie observée. J'avais l'impression bizarre qu'il y avait une paire d'yeux rivés sur moi pendant que je marchais dans la rue. Les escaliers de mon immeuble n'étaient qu'à quelques pâtés de maison, mais plus j'étais effrayée, plus la distance semblait s'allonger. J'ai regardé fixement mon environnement, et j'ai remarqué le vieil homme de l'autre côté de la rue, les yeux fixés sur moi. Je ne pouvais pas le croire, l'homme était de retour. J'ai commencé à essayer de marcher un peu plus vite, et j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Plus mes pas étaient rapides, plus ceux du vieil homme l'étaient aussi. À ce moment-là, c'était une course de marche rapide entre le vieil homme et moi. Je n'étais pas le coureur le plus rapide du monde, mais j'étais beaucoup plus jeune que l'homme. Avec un peu de chance, j'arriverais à le semer. Je me suis rapidement précipitée vers un coin de rue et je suis restée là à attendre. J'étais derrière un arrêt de bus et je me cachais essentiellement pour sauver ma vie. Je savais que je devais essayer d'aller directement à la police cette fois-ci. Mais je devais d'abord aller à mon appartement ou me mettre en sécurité. Qui savait ce que cet homme allait me faire? Surtout si l'on considère que c'est lui qui a laissé ses messages fous sur OnlyFans. Mais à ma grande surprise, un jeune homme m'a remarqué. « Vous allez bien, madame ?» m'a demandé l'homme. L'homme avait à peu près mon âge, juste un peu plus peut-être. Il était habillé de façon décontractée et assez beau. « Oui, c'est juste que... » « L'homme qui vous suit, a-t-il interrompu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il sorte et me trouve, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous accompagner jusqu'à votre appartement si ça vous rassure, a dit l'homme. J'étais un peu perdue au début, évidemment, mais j'ai accepté l'offre. J'avais peur pour ma vie à ce moment-là, et toute aide que je pouvais obtenir en valait la peine. L'homme semblait être un gentleman, et il voulait sincèrement m'accompagner jusqu'à mon immeuble. Nous avons discuté un peu de nos vies pendant que nous marchions, et il n'a pas vraiment parlé de la sienne. Le jeune homme s'appelait Jay et avait l'air d'être un type vraiment sympa. Mais alors que nous arrivions à mon immeuble, il y avait une vieille camionnette dans l'allée qui n'était jamais là d'habitude. Je n'avais aucune idée de ce que ce nouveau véhicule faisait dans notre quartier à cette heure-ci de la journée, mais je me suis concentrée pour arriver à ma porte. Mais c'est alors que j'ai entendu des cris derrière moi. « Attendez, attendez !» C'était le vieil homme de tout à l'heure, et il courait après moi pour essayer d'attirer mon attention. Mais avant que je ne puisse réagir ou comprendre ce qu'il se passait, j'ai senti la main de Jay s'accrocher à mes épaules, et il m'a jeté dans le van bizarrement placé. Je n'ai même pas eu le temps de crier ou de réagir. Il a claqué la porte et s'est mis à rouler rapidement. J'ai fait de mon mieux pour crier à l'aide et sortir de la camionnette, mais l'arrière n'avait pas de fenêtre ni d'accès au siège avant. Tout était rembourré avec des panneaux de bois. Je ne pouvais pas le croire. Jay, John Doe. Jay était celui qui me suivait. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour le vieil homme? Mes pensées ont été interrompues par l'arrêt brutal du van. Jay a rapidement ouvert la porte arrière. Le regard dans ses yeux était complètement différent de celui qu'il m'avait lancé en me raccompagnant. Il avait ce regard fou sur son visage, comme s'il était une personne complètement différente. Il m'a tiré hors du van après m'avoir scotché la bouche et bandé les yeux. Jay était assez grand, et je ne suis pas exactement la personne la plus forte du monde.
alors je n'ai même pas pu résister. Il m'a traîné dans un bâtiment. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais, et je paniquais quand il m'a laissé dans ce qui semblait être un sous-sol. Il a commencé à me dire toutes les choses horribles qu'il ferait, et comment je n'aurais pas dû l'ignorer sur OnlyFans. Il est parti et je suis restée assise là pendant ce qui n'aurait pu être que quelques minutes, mais qui m'a semblé des heures. J'avais perdu tout espoir. C'était vraiment ça. C'était comme ça que ma vie allait se terminer. Ma vie entière défilait devant mes yeux. Et soudain, j'ai entendu des sirènes dehors. Est-ce que c'était vraiment la police? Est-ce que c'était juste une ambulance ou un camion de pompiers qui passait par là? Bientôt, j'ai entendu des cris forts et des coups sur la porte d'entrée, suivis de « Mandat de perquisition de la police! Sortez avec les mains au-dessus de la tête !» Il y a eu une longue pause intense, suivie d'une nouvelle agitation. Après plusieurs minutes de bruissement et de nouveaux cris à l'étage, on m'a retiré mon bandeau et le ruban adhésif de ma bouche. C'était un officier. Ils m'ont emmené au poste de police et m'ont posé quelques questions sur Jay. Je leur ai expliqué l'intégralité de la situation de OnlyFans et leur ai montré des captures d'écran. Il s'avère que l'homme avait des soucis psychologiques, mais qu'il avait été libéré de l'asile. J'ai demandé à la police comment ils m'avaient trouvé, et ils m'ont tout expliqué. Il s'avère que le vieil homme que je soupçonnais auparavant essayait en fait de m'aider. Selon la police, Jay avait réussi à repérer mon adresse IP grâce à OnlyFans, et avait découvert où je vivais. Il se trouve qu'il vit assez près de chez moi, et les images de vidéosurveillance montrent Jay venant à mon appartement, et analysant le chemin que je prends pour rentrer chez moi depuis la même camionnette. Le vieil homme regardait avec des jumelles parce qu'il voulait savoir pourquoi il y avait un nouveau véhicule dans le quartier et ce qu'il faisait près de mon immeuble. Il s'avère qu'il me suivait ce jour-là pour s'assurer que je rentrais chez moi en sécurité. Il était très méfiant envers Jay dans ce van. Il pensait que Jay allait me faire quelque chose, mais quand il l'a découvert, il était trop tard. C'est le vieil homme qui a filmé le numéro de plaque du van et l'a signalé à la police. Immédiatement, la police a utilisé les caméras de circulation et les enregistrements afin de trouver où la camionnette allait et où elle pourrait finir. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai expliqué à mes amis ce qu'il s'était passé. Et j'ai supprimé tout mon compte OnlyFans juste après. Je suis vite retournée travailler dans mon café et j'ai essayé de reprendre ma vie normale. Cela fait environ 1 an que c'est arrivé, et le vieil homme a déménagé puisqu'il est maintenant dans le centre de soins pour personnes âgées à proximité. Et bien que nous soyons rarement en contact, nous ne mentionnons jamais Jay ni l'incident. Je m'appelle Jack, mais l'histoire d'horreur que je vais vous raconter ne m'est pas arrivée à moi. C'est arrivé à une de mes amies proches. Son nom est Cecilia. Pour le contexte, je suis un homme de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés à la réunion d'intégration après notre premier jour de collège. J'étais assez nouvelle dans la région. Je venais de déménager dans une autre ville et j'étais excitée à l'idée de fréquenter l'université de mes rêves, d'obtenir la meilleure éducation possible et un bon diplôme dans mon domaine. Je venais d'emménager ici et tous mes amis étaient dans ma ville natale. J'ai décidé de me faire une nouvelle amie avec cette belle femme au visage amical et de lui dire bonjour. Cecilia était magnifique, et probablement l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Elle avait de grands yeux bleus magnifiques, et une peau glamour. Elle se démarquait vraiment de la foule, et pour moi elle brillait comme un ange. Je savais qu'elle était quelqu'un de spécial. Je veux dire, c'était pour ça qu'elle se démarquait tant, et que je l'ai approchée. Quelque chose en elle, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, m'a indiqué que nous allons partager beaucoup de moments incroyables dans la vie. Je savais qu'elle était quelqu'un de spécial, rien qu'en la rencontrant. Alors quand je me suis approchée d'elle et que je l'ai saluée, ce fut un vrai plaisir. Il s'avère qu'elle était nouvelle et plutôt solitaire elle aussi. Elle venait d'un autre état et cherchait elle-même un nouvel ami. Pendant que nous avions les mêmes intentions, je l'ai invitée à prendre un café ce jour-là. Après cela, j'ai décidé d'aller discuter avec le reste des étudiants de première année à la Réunion. J'ai rencontré beaucoup de mes futurs amis ce jour-là, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. À partir de ce jour, ma relation avec Cecilia est montée en flèche. Nous nous sommes assis ensemble pendant les cours, nous avons déjeuné ensemble, nous nous envoyions des messages presque tous les jours et faisions des commérages inoffensifs sur nos camarades de classe. Nous étions vraiment les meilleurs amis du monde. Malheureusement, les choses ont commencé à se dégrader après cela. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu financièrement à chaque étape de mon parcours. Je pouvais louer un appartement et acheter tout ce dont j'avais besoin pour la vie étudiante avec facilité. Mais Cecilia n'avait aucun soutien financier. Elle a dû s'aider elle-même. Elle a trouvé un emploi pas si amusant que ça à McDonald's, et les heures étaient éreintantes et longues. Cela a commencé à interférer avec son éducation, et elle avait du mal à étudier. Cela ne lui convenait vraiment pas. Alors elle a commencé à chercher des petits boulots secondaires en ligne. Elle m'a demandé des conseils ou des astuces, mais je ne savais pas quoi lui dire. Bon sang, je n'avais pas travaillé un seul jour de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire? Un jour, Cecilia est tombée sur un site web appelé OnlyFans. C'était un site assez nouveau et très tendance. Je ne savais pas grand-chose sur le site, à part le fait qu'il était connu pour son contenu adulte et que presque tous les streamers Twitch ou les filles Instagram en avaient un dans leur bio.
Un jour, elle m'a expliqué la nature du site en FaceTime. Elle m'a expliqué qu'elle pouvait se faire des centaines, voire des milliers de dollars en posant simplement à moitié nue en ligne. Les hommes étaient assez assoiffés pour lâcher de l'argent sur ce genre de choses. Elle a dit qu'elle pouvait être financièrement indépendante sans même avoir à travailler. Elle n'avait même pas besoin de montrer les parties les plus intimes de son corps et pouvait faire des centaines grâce aux fétichistes qui voulaient juste voir ses mains ou ses pieds. Elle a été époustouflée par l'argent facile et était impatiente de créer son compte OnlyFans. Je l'ai prévenue que c'était une mauvaise idée. Au début, ça ressemblait à un travail d'appoint de rêve et à de l'argent facile. Mais c'était trop beau pour être vrai. Je lui ai dit que l'idée de montrer son visage et son corps à une bande de cinglés en ligne ne pouvait que être dangereuse. On ne sait jamais quelles sont leurs véritables intentions derrière un écran. Elle n'a pas semblé prêter attention à mes préoccupations. Elle pensait que c'était son moyen facile de se sortir de son problème. Cela ne la dérangeait pas vraiment de montrer son corps en ligne s'il y avait une récompense monétaire. Je ne pouvais pas y croire. Elle était vraiment désespérée à ce point. Nous avons eu une petite dispute et je l'ai laissé faire. J'ai réalisé que je ne pourrais pas la faire changer d'avis, alors j'ai laissé tomber. Elle a ouvert son compte et a commencé à poster des photos peu de temps après. Au bout d'un moment, elle m'a dit que c'était la meilleure décision de sa vie. Elle m'a dit qu'elle gagnait le triple de ce qu'elle gagnait chez McDonald's et qu'elle n'avait presque pas à faire d'efforts. Elle pouvait en fait se concentrer sur l'école et avait du temps libre maintenant. Après qu'elle m'ait dit que quelques hommes lui avaient versé des milliers de dollars pour des photos entièrement nues, j'étais très mal à l'aise. Je lui ai expliqué une fois de plus que tout ça allait se retourner contre elle, lorsqu'un psychopathe la contacterait, mais elle a ignoré mes conseils comme d'habitude. Cela m'a dérangée. Personnellement, je pensais que votre corps devrait être réservé à la personne que vous aimez, à celle qui se soucie de vous, à celle qui est là pour vous. Mais en fin de compte, c'était son corps et sa vie. En fait, ça ne me regardait pas du tout. Les semaines suivantes, tout semblait revenir à la normale. Mais un jour, quelque chose d'horrible s'est produit. Normalement, on se trouvait le matin avant les cours, mais elle n'est pas venue. C'était bizarre. J'ai vérifié mon téléphone et elle ne m'avait pas prévenue. C'était encore plus bizarre. Normalement, elle m'envoie toujours des SMS. J'étais surpris, mais je n'ai pas prêté attention plus que ça. J'ai décidé de continuer ma journée comme si de rien n'était. La journée est passée et je ne l'ai toujours pas vue. Elle ne s'est pas jointe à moi au déjeuner et ne s'est pas assise à côté de moi en classe. Lorsque j'ai vérifié mon téléphone ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas été en ligne depuis hier. 2 jours ont passé et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques de sa famille et de ses amis proches. Ils voulaient savoir où elle pouvait bien être. Elle avait littéralement disparu de la surface de la Terre. Sa mère a fini par appeler la police pour signaler sa disparition, et les recherches ont commencé. Pendant quelques jours, la police a demandé à tous ceux qui l'entouraient, y compris moi, où ils l'avaient vue pour la dernière fois. Mais après quelques jours de recherches supplémentaires et toujours aucune trace d'elle, la police a demandé à ses volontaires de les aider. Moi et plusieurs de ses autres amis avons décidé de participer aux recherches. Armés de lampes de poche, nous avons tous parcouru la forêt locale. C'était épuisant. Nous avons cherché de haut en bas et n'avons toujours pas trouvé une seule trace d'elle ou de son corps. À ce moment-là, ses parents étaient dévastés. Ils pleuraient déjà, car ils savaient qu'après une telle disparition, les chances de survie étaient très faibles. La police a finalement obtenu un mandat pour fouiller son appartement, mais lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont vu aucune trace de violence ou de ce qui aurait pu se passer. Rien n'a été touché. Ils s'attendaient à une scène de bagarre, des assiettes cassées ou un lit en désordre, mais ça ne collait pas. Si elle avait été enlevée, il y aurait eu des traces ou des signes, mais non, les détectives ont trouvé l'appartement propre. La seule piste qu'ils avaient était la page OnlyFans ouverte avec ses photos. Ils ont supposé que c'était le fait d'un de ses adeptes peut-être. La police a examiné minutieusement son ordinateur portable, mais n'a toujours rien trouvé. Ses messages et ses abonnés n'ont révélé aucune information. Même leur meilleur enquêteur n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Il n'y avait aucune trace d'elle. Si elle était encore en vie, il n'y avait ni suspect, ni témoin. La police et les bénévoles l'ont recherchée pendant encore 1 mois. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont accroché des prospectus et l'ont affiché sur les médias sociaux. Pourtant, elle n'a pas été retrouvée. La police a fini par classer l'affaire. Sa famille et ses amis étaient dévastés. Je me suis considéré comme chanceux et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mon plan avait réussi et j'en étais heureux. C'était une bonne idée. J'ai laissé son corps dans le sous-sol d'une ferme abandonnée, à une centaine de kilomètres de la ville. Personne ne m'a soupçonné parce que je jouais le rôle de la victime, un bon ami qui ne voulait que le meilleur pour elle. Je lui ai dit de ne pas utiliser OnlyFans, mais elle ne voulait pas m'écouter. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre que moi regarder son corps. Je détestais l'idée que ces vieux hommes effrayants la voient. Je détestais voir ses photos en ligne. Elle ne pouvait être qu'à moi, et à moi seule. Peut-être que s'il n'avait pas été aussi têtu et avait écouté mes conseils, elle aurait vécu. Nous étions faits l'un pour l'autre. Nous aurions été parfaits ensemble, mais elle m'a juste traité comme un ami. Je suis parfaitement bien avec ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas.
Je veux commencer l'histoire en vous faisant savoir que je ne me considère en aucun cas comme un héros. Je pense que ce que j'ai fait était complètement nécessaire et n'avait pas besoin de validation ou d'éloge. N'importe quel être humain un peu décent aurait fait la même chose s'il avait été à ma place. L'histoire s'est déroulée il y a plusieurs mois et elle est encore très fraîche dans ma mémoire. C'était fin novembre et mon ennui en quarantaine avait atteint son paroxysme. Nous étions à la maison depuis près d'1 an à ce moment-là et mon comté a procédé à son 2e confinement complet, après un nouveau pic de cas. Je suis un jeune homme et disons qu'être enfermé toute la journée a fait ressortir certaines pulsions en moi. La fille que je voyais au départ avait rompu avec moi et ma vie sexuelle s'était tout bonnement arrêtée là. Bien sûr, j'avais du travail, un chat dont je devais m'occuper, des corvées à faire, mais je peux parler au nom de tous en disant que la plupart d'entre nous sont assez agités dans l'isolement. Un matin, je me suis retrouvée à parcourir les médias sociaux et je suis tombée sur une fille très attirante. Elle avait un peu moins de 8000 followers sur Instagram et environ 3000 sur Twitter. Elle s'appelait Anna et elle était incroyablement belle. Elle semblait avoir un peu de succès en ligne. Après avoir traqué un peu ses réseaux sociaux et trouvé l'arbre en lien dans sa bio, j'ai découvert qu'elle n'avait pas de OnlyFans. Normalement, je ne dépense pas d'argent pour ce genre de choses. Il y a beaucoup de matériel obscène en ligne gratuitement. Et je n'avais jamais trouvé une fille sur OnlyFans qui vaille la peine que je tombe dès le 1er mois de mon abonnement dedans. Mais Anna était mon type. Et surtout, je m'ennuyais et j'étais excitée. Je me suis dit, s'il y avait un moment pour dire « au diable » et essayer un site comme celui-ci, c'était bien maintenant. J'étais donc là, entrant à contre-cœur les informations de ma carte de crédit sur OnlyFans. Le prix de l'abonnement était d'environ 10 $ par mois, 7 $ pour les nouveaux abonnés. Pas si mal si je suis honnête maintenant. C'était la première fois que j'utilisais OnlyFans, et je dois dire que j'ai été satisfait de ce que j'ai obtenu. Pour faire simple, il y avait un peu de photos exclusives d'Anna sur la première page. J'ai apprécié de les faire défiler un peu. Quelques jours ont passé, et je regardais encore de temps en temps la page réservée à ses fans. Après tout, j'avais payé pour le mois entier. Quoi qu'il en soit, c'était plutôt agréable de soutenir Anna financièrement. Sa maison semblait toujours sombre et miteuse. Quelque chose à propos de l'endroit où elle tournait me faisait penser qu'elle n'était pas dans la meilleure situation financière. Je veux dire, après tout, elle n'était pas la créatrice d'OnlyFans. J'ai fini par découvrir la fonction DM ou demande, et j'ai décidé de m'y mettre. La page comportait ce qui semblait être un salon de discussion similaire à un message direct Instagram. Il permettait à l'abonné de communiquer directement avec le créateur de la page OnlyFans et de demander certains contenus et photos. Un soir, je m'ennuyais encore plus que d'habitude, et je savais que j'avais 1 ou 2 $ à dépenser. Je me suis donc connectée à mon OnlyFans, et j'ai ouvert la fonction de message direct. J'ai dit bonjour à Anna, et j'ai reçu une réponse quelques minutes plus tard. Il s'agissait d'une photo d'elle tenant 2 doigts un peu de travers sur sa bouche, apparemment un geste mignon pour dire bonjour. Je n'ai pas eu envie de lui demander immédiatement d'envoyer certaines photos, alors j'ai essayé de discuter un peu avec elle. Elle a esquivé presque toutes les questions. Son âge, d'où elle vient, la seule réponse que j'ai reçue était de savoir comment elle allait. Elle m'a répondu par un maigre « super ». C'était un peu vague, mais j'ai fini par abandonner l'idée d'essayer d'apprendre à la connaître. Après tout, elle a probablement un tas d'hommes comme moi dans ses DM. En quoi étais-je spéciale? J'ai fait quelques demandes de photos, et il y avait quelques $ à débloquer. Une photo séduisante par-ci, une autre par-là. Après quelques échanges de photos, j'ai décidé d'en rester là. Mais avant de fermer l'onglet, j'ai décidé de faire défiler à nouveau la page. Vous savez, profiter des photos de cette magnifique femme que j'ai payée. Mais alors que je faisais défiler la page, j'ai commencé à remarquer les symboles de main de drague qu'elle lançait. Ce n'étaient pas les habituels signes de paix. C'était quelque chose de familier. J'ai regardé un peu plus près, et plus longtemps, et c'est là que j'ai compris. C'était la langue des signes américaine. Ma jeune sœur était devenue sourde, et ma famille et moi avons dû apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle. J'ai regardé les symboles de main qu'elle faisait. Le premier était le signe de paix bizarre et latéral. C'était le suivant, dont je pensais qu'il s'agissait d'une tentative d'imitation du ronronnement d'un chat. Cela semblait être un E. Après cela, il y avait un endroit où elle tenait ce qui semblait être un symbole I au-dessus de sa tête. La dernière montrait ses 3 doigts remontant de manière séduisante le long de son bras. Les doigts font le signe P. Les images dans cet ordre signifient « aide ». Je ne pouvais pas le croire. Je pensais qu'il s'agissait de symboles de main bizarres et que c'était juste une forme bizarre de flirt ou de jeu, mais c'était en réalité un appel à l'aide. Que se passait-il? Pourquoi m'envoyait-elle un SOS à moi? Pourquoi pas aux forces de l'ordre? J'ai immédiatement répondu « Anna, ça va? Tu as besoin de mon aide? Que se passe-t-il » et j'envoyais frénétiquement. Elle m'a répondu avec une vidéo d'elle faisant discrètement le geste en ASL, qui demande « Tu connais le langage des signes ?» J'ai répondu par « oui » et lui ai demandé où elle était. Elle m'a répondu par une vidéo dans laquelle on la voyait faire le geste « Je ne sais pas ». Mon esprit s'emballe. Que se passait-il? Était-ce une sorte de blague ou de farce? Je lui ai demandé si elle savait à peu près dans quelle ville ou localité elle se trouvait, et elle a répondu « Non, je ne sais pas ». J'ai immédiatement appelé la police. Je
leur ai raconté tout ce qui s'était passé, et ils ont identifié la fille comme étant Layla Ronson. C'était une étudiante qui, selon l'université, avait abandonné ses études en raison de son manque d'assiduité pendant des mois. Elle semblait ne faire que des fans contre son gré, sous le nom de Anna. La police a utilisé l'URL de l'OnlyFans et a réussi à suivre l'IP d'où provenaient les vidéos et les messages. Il s'agissait apparemment d'un complexe immobilier plutôt aisé, situé à quelques heures de chez moi, dans le même état. La police de cette région a réussi à localiser la maison et à secourir Layla, ainsi qu'à procéder à toutes les arrestations nécessaires. Selon les enquêteurs sur place, Anna a été enlevée il n'y a pas si longtemps dans son université. Elle a été retenue captive et forcée à faire des OnlyFans et d'autres contenus en ligne contre sa volonté, dans le sous-sol de l'une des maisons. L'homme qui l'a kidnappée prenait tout l'argent gagné grâce à ce processus, et continuait le cycle encore et encore. Quelques jours plus tard, Layla m'a téléphoné pour me remercier de l'avoir aidée. Elle m'a dit que l'homme qui l'avait kidnappée avait dit que s'il la surprenait à demander de l'aide en ligne, il lui ferait du mal ou la tuerait. Il jetait de temps en temps un coup d'œil du coin de la cave pour voir ce qu'elle faisait, et il s'assurait qu'elle ne demandait pas de l'aide avec son compte OnlyFans. Je n'ai plus parlé à Anna depuis, et j'ai supprimé mon compte OnlyFans peu après l'incident. Je ne voulais tout simplement plus jamais penser à ce site web. Ce souvenir n'est pas quelque chose que je savoure. Quand j'avais 15 ans, mes parents ont décidé d'aller rendre visite à mon oncle. Je voulais pas y aller, je voulais rester à la maison et passer du temps avec mon meilleur ami, Alex. Comme nous vivions dans un quartier tranquille et qu'il y avait peu de crimes, mes parents m'ont permis de rester à la maison et d'inviter Alex. Ma mère a laissé une note sur le frigo avec tous les numéros d'urgence, et mon père m'a dit de l'appeler si quelque chose arrivait. Je leur assure que tout va bien se passer. Moi et Alex, on va jouer aux jeux vidéo et manger une pizza plus tard. J'ai appelé Alex et il est venu chez moi. 15 minutes plus tard, nous avons joué à UFC sur ma PS4 pendant 2 heures, puis nous avons mangé de la pizza. Après le repas, on s'est assis dans le salon pour parler de choses et d'autres. Finalement, nous avons commencé à parler de filles. Alex a mentionné un site web où l'on peut parler à des gens au hasard. Il s'appelait Omegle. Il a également dit qu'il avait parlé à des filles sur ce site, alors nous avons décidé d'aller sur Omegle et de tenter notre chance. Pendant les 30 premières minutes, nous avons été mis en relation avec aucune fille. Nous commencions à nous ennuyer et juste au moment où je bougeais ma souris pour fermer la page web, 2 filles sont apparues sur notre écran. Elles avaient à peu près notre âge, peut-être un peu plus. Nous avons essayé de leur parler, mais elles ne faisaient que taper. Nous pouvions voir qu'elles essayaient de parler, mais nous ne pouvions pas les entendre. Nous leur avons dit d'allumer leur microphone, mais les filles ont répondu qu'elles n'en avaient pas. Nous avons continué à leur parler quand même. Nous avons dit que nous étions seuls à la maison, et apparemment elles l'étaient aussi. Elles ont dit qu'elles vivaient dans la même ville que nous et dans le même quartier. Mais nous n'avions jamais vu ces filles auparavant. J'ai pensé que c'était étrange parce que notre ville était assez petite. Après 15 minutes de plus, elles nous ont dit que nous étions super mignons et que nous devions sortir ensemble un jour. Nous étions stupéfaits. D'habitude, les filles ne veulent pas sortir avec nous. Alors Alex leur a donné un nom d'utilisateur Snapchat. Dès qu'il a tapé le nom de son utilisateur, les filles se sont déconnectées. Nous étions vraiment déçus. Nous n'avons même pas eu leur nom. Alors nous avons éteint mon ordinateur portable et sommes retournés à la PS4 pour jouer à des jeux vidéo. Un peu plus tard, nous étions toujours en train de jouer à des jeux vidéo quand Alex a sorti son téléphone. Il venait de recevoir un snap de quelqu'un appelé AnnaXoxo99. Il l'a ouvert et c'était une photo des 2 filles que nous avions rencontrées sur Omegle un peu plus tôt. Elles marchaient dans la rue et la légende disait « On peut venir chez toi et traîner ?» Alex m'a immédiatement regardé. Il ne m'a rien demandé. Je savais déjà ce qu'il voulait et j'ai déjà dit non. Il n'était pas vraiment content mais il comprenait en même temps. Je leur ai envoyé un texto pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas venir et que nous devrions passer du temps ensemble mais une autre fois. Quelques minutes plus tard, les filles ont répondu « On peut se retrouver au parc alors ?» Alex m'a donc demandé si je voulais aller au parc avec elle. C'était seulement à 10 minutes de marche de chez moi, mais j'ai quand même dit non. À ce moment-là, Alex était un peu frustré, et il a dit qu'il s'y rendrait avec ou sans moi. Il avait peut-être raison, je devrais peut-être y aller. Est-ce que je vais vraiment laisser passer une opportunité comme celle-là? J'ai regardé ma montre, et il était 22h30. Mais ce n'était pas si tard, et l'ami de mon père vivait juste à côté du parc, donc j'ai dit que j'irais avec lui. Mais si quelque chose semblait étrange, nous retournerions immédiatement chez moi. Alex a accepté. Il a envoyé aux filles un snap disant que nous étions en route pour le parc. Elles ont répondu qu'elles nous attendraient à l'aire de jeu pour enfants. Nous sommes sortis de chez moi et elles vont commencer à marcher vers le parc. Pendant tout le trajet, je pensais... Et si jamais quelque chose se passe mal? Nous ne connaissons même pas ces filles. Et si quelqu'un d'autre était au parc avec elles? Mais je voulais rien dire, parce qu'Alex aurait sûrement dit que j'étais paranoïaque. Alors, j'ai gardé mes pensées pour moi. Après 10 minutes de marche, nous sommes arrivés au parc. L'aire de jeu pour enfants était un peu plus loin dans le parc,
Alors j'ai demandé à Alex de leur demander de venir à l'entrée principale du parc, car c'est là que nous nous trouvions. Mais Alex a juste dit « Mec, viens !» et leur a envoyé un SMS pour leur dire que nous étions au parc. Après environ 1 minute, que nous sommes arrivés à l'aire de jeu, il n'y avait toujours personne. J'ai demandé à Alex si elles avaient répondu à notre dernière photo, et il a dit non. Elles avaient simplement ouvert la photo. Nous avons attendu quelques minutes, mais toujours aucun signe des filles. Nous étions tout seuls dans ce parc. J'ai dit à Alex qu'elle se moquait probablement de nous, et qu'on devrait rentrer chez nous. Mais Alex voulait rester quelques minutes de plus. 1 minute a passé, et c'est alors que nous avons entendu quelqu'un marcher derrière nous. Nous nous sommes retournés, et il y avait un type habillé en noir, debout derrière un arbre, qui nous regardait. Il avait un sourire effrayant sur le visage. J'ai dit à Alex que nous devrions rentrer à la maison, que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Alex était d'accord avec moi, et nous avons commencé à marcher vers la maison. Pendant tout ce temps, je regardais par-dessus mon épaule pour essayer de voir si l'homme nous suivait. Et il le faisait. J'ai dit à Alex, et il s'est mis à courir. Juste au moment où nous sommes arrivés à l'entrée du parc, le type a attrapé ma main et s'est mis à crier comme un fou. Je criais et donnais des coups de pied pour essayer de lui faire lâcher ma main. J'appelais Alex pour qu'il m'aide, mais il s'est enfui. Le type a commencé à me tirer vers l'arrière du parc. Je criais aussi fort que je pouvais, et c'est alors que j'ai vu des lumières bleues et rouges. Le type a dû les voir aussi, car il a immédiatement lâché ma main et a commencé à s'enfuir plus loin dans le parc. J'ai commencé à courir en direction de ma maison quand un policier m'a arrêté. Je lui ai tout expliqué et il a immédiatement appelé mes parents. L'agent de police m'a emmené au poste de police pour attendre que mes parents viennent me chercher. Mes parents sont arrivés au bout d'1 heure environ, et le policier leur a raconté ce qu'il s'était passé. Et moi aussi. Mon père a demandé s'ils avaient attrapé le type, et ils ont répondu qu'ils le cherchaient toujours. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mes parents étaient heureux que rien de grave ne soit arrivé, mais ils étaient aussi furieux contre moi, pour avoir été aussi irresponsable. Je n'aurais jamais dû quitter la maison pour rencontrer des filles avec lesquelles je ne parlais en ligne que depuis 2 minutes. Ils m'ont dit d'aller me coucher et que tout irait bien. Le lendemain, Alex est venu chez nous, il était avec son père et il s'est excusé d'avoir fugué hier soir. Il a également dit que lorsqu'il était rentré chez lui, il avait ouvert son Snapchat, mais il n'y avait plus aucun signe de AnnaXoxo99. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Pour situer le contexte, je suis un adolescent, et cela s'est produit quand j'avais environ 17 ans. À l'époque, je voyais toutes ces vidéos sur YouTube sur les histoires d'horreur et les farces d'Omegle. Je ne suis pas particulièrement courageux, mais quand je m'ennuie, je prends souvent des mesures radicales pour trouver quelque chose à faire. Après avoir réfléchi un moment, j'ai trouvé le courage d'aller sur Omegle. Je voulais être drôle, alors je n'ai répondu à rien ni à personne. Je suis alors tombée sur ce type qui n'arrêtait pas de me dire de parler. Sinon, mais comme je suis un adolescent, je voulais le mettre en colère. J'ai donc demandé ce qu'il ferait dans le chat. Tout ce qu'il a dit, c'est « Tu devrais parler davantage ». Et il est parti. Je suis assez fière de moi d'avoir été un crétin, mais légèrement perturbée. Alors je l'ai éteint pour travailler sur mes devoirs à rendre le lendemain. Après quelques minutes de travail, j'ai entendu mes chiens aboyer. Et ils ne s'arrêtaient pas, même quand je leur demandais de le faire. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être fait un bruit fort, ou même peut-être que quelqu'un avait un sifflet à chien. Après avoir calmé mes chiens et être retournée à mes devoirs, j'ai entendu le même bruit. Cette fois, quelqu'un avait frappé à ma porte arrière. Ma porte arrière était fermée par une barrière d'1 mètre et d'un verrou. Le seul moyen pour quelqu'un d'entrer est d'avoir une clé ou de la sauter. Après avoir regardé dehors pendant environ 10 minutes, j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Il m'a dit que lorsqu'il rentrerait à la maison, il jetterait un coup d'œil. Je l'ai accepté parce qu'il est médecin et qu'il a beaucoup de travail à faire. 1 demi-heure passe. Mes chiens sont dehors, et c'est alors que j'entends un bruit sourd devant ma porte. J'ai regardé autour de moi et il y avait une pierre avec une note collée dessus. Après cela, j'ai entendu mes chiens aboyer dans notre allée. Le mot disait « Je sais où tu vis ». Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me sens juste chanceuse d'avoir 3 chiens dans ma maison à tout moment. Je ne suis pas du genre à montrer mes émotions ou avoir peur facilement, mais ça m'a fait vraiment peur. Je tremble, et je suis sur le point d'appeler la police. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou est-ce que c'est le même gars d'Omegle qui a vraiment trouvé où je vis? Quand mes amis et moi avions 15 ans, nous allions souvent sur Omegle. Je suis sûre que la plupart d'entre vous savent déjà ce qu'est Omegle. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat qui vous met en relation avec une personne au hasard pour une conversation en tête-à-tête. Vous pouvez vous déconnecter et commencer une nouvelle conversation avec quelqu'un d'autre à tout moment. À l'époque, le site était encore en plein essor et accueillait environ 150 000 personnes en ligne à tout moment. Nous aimions nous amuser avec les gens et nous inventions complètement qui nous étions. Nous étions jeunes et avions un mauvais sens de l'humour. Un jour, nous avions décidé d'aller sur Omegle et de dire des choses très bizarres ce jour-là.
Nous avions décidé de dire à des étrangers que nous avions des enfants enfermés dans notre sous-sol. Pour une raison quelconque, c'était de l'or comique dans nos esprits de 15 ans, et nous pensions que les réactions seraient hilarantes. Nous l'avons peut-être dit à 1 ou 2 inconnus, et ils se sont immédiatement déconnectés. Mais ensuite, nous nous sommes connectés à un étranger qui, lui, était soit réellement inquiet, soit désiré de jouer le jeu de messages effrayants. Nous avons raconté à cet inconnu notre blague du jour. L'inconnu nous a demandé pourquoi nous étions si méprisables et qu'il allait appeler les flics. Nous avions ri et nous nous sommes déconnectés. Nous nous sommes connectés au prochain inconnu et le premier message qui s'est affiché était presque incroyable. « Comment vont les enfants dans ton sous-sol » Nous avons été choqués et nous nous sommes déconnectés immédiatement. Nous avons essayé d'en rire pendant quelques secondes et de nous connecter à un autre inconnu. Mais à chaque connexion à un nouvel étranger, un autre message était apparu dans le chat. J'attends toujours des nouvelles de ces enfants. Nous avons décidé de nous déconnecter et de nous reconnecter une fois de plus. Le dernier message envoyé par la personne était « Je suis toujours là et j'attends toujours ta réponse ». Finalement, nous avons repris nos esprits et nous avons quitté l'ordinateur pour un moment. Je me souviens avoir eu tellement peur que cette personne appelle les flics, mais heureusement, il n'en est rien ressorti. Nous avons cessé d'aller sur Omegle autant que possible. Je me demande encore si un modérateur était sur le site et avait un moyen de continuer à se connecter à nous, ou si c'était quelqu'un qui était bon en piratage. Je suis sûre que ce que nous avons dit à cette personne l'a fait paniquer, autant qu'elle nous a fait paniquer. Dans l'ensemble, nous avons appris une bonne leçon, et réalisé que nous n'étions pas aussi drôles que nous le pensions. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce site web, appelé omegle.com. Si ce n'est pas le cas, c'est un site de chat. Les gens y vont quand ils s'ennuient et c'est anonyme. C'est à vous de donner vos informations. Mais vous pouvez facilement sortir d'une conversation et passer à une autre personne en un seul clic. Vers 2012, je suis allée souvent sur ce site car je me sentais seule. Et j'ai déjà eu de belles conversations sur ce site. J'avais 16 ans à l'époque. C'est là que j'ai rencontré Emily. C'était une fille drôle à qui il était si facile de parler. Et tout de suite, j'ai eu l'impression que nous étions amis depuis toujours. Alors je lui ai donné mon Skype et toutes mes coordonnées pour que nous puissions nous reparler. Très vite, nous avons parlé toute la journée, tous les jours, pendant quelques mois sur Omegle. Elle m'a dit qu'elle venait du pays de Galles, ce que j'ai trouvé très cool. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un du pays de Galles, pensais-je. C'était la meilleure amie que j'avais jamais eue. On parlait de tout ce qu'il se passait dans nos vies. Elle me racontait des histoires folles sur les choses qu'elle avait faites avec ses amis. Et nous parlions de trucs de filles. Et je me réveillais avec des Photoshop de nous et des chats et un mauvais jeu de mots écrit dessus. On s'envoyait des textos tout le temps, mais je voulais l'appeler ou lui faire une vidéo, mais elle m'a dit qu'elle s'était disputée avec son beau-père récemment et qu'il avait jeté son ordinateur portable contre le mur, et que du coup la caméra s'était cassée. Bon, eh bien, j'ai pensé qu'elle pourrait envoyer un message sur Skype, et que j'allumerais ma vidéo et mon micro pour qu'au moins elle puisse me voir. Pourquoi pas? Quand on l'a fait, elle n'arrêtait pas de me dire combien elle était jalouse de moi, et me disait d'arrêter d'être aussi belle. Et ça me flattait. Je la trouvais magnifique sur ses photos. Et c'était idiot de sa part d'être jalouse de moi. Emily était du genre collante. Elle voulait tout le temps mon attention, et se mettait en colère si je m'endormais ou si je ne répondais pas assez vite. Elle a commencé à faire des choses étranges sur son corps, comme dire qu'elle pensait avoir un vagin moche, et qu'elle s'en inquiétait. Et elle l'appelait une fente pour les pièces de monnaie. C'était vraiment bizarre. Elle m'a demandé de la regarder et de lui dire s'il était bizarre, ce à quoi je lui ai simplement répondu « Non, je suis sûre qu'il est bien, t'inquiète pas ». Elle a dit « Je parie que le tien a des étincelles et de la magie ». Je pouvais sentir qu'elle essayait de prendre une photo de moi. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai changé de sujet. Emily parlait du gars qui travaille au supermarché et du fait qu'elle avait un gros béguin pour lui, mais qu'elle était trop maladroite pour lui dire quoi que ce soit. Je l'ai encouragée à lui parler et finalement elle a eu le courage de l'inviter à sortir. La nuit où elle m'a raconté ça, je me souviens qu'elle m'a posé cette question à l'improviste. Si j'étais un mec, quel nom crois-tu que j'aurais? Et soudain, j'ai eu mon cœur qui s'est serré très fort en lisant ça, car j'ai réalisé que je n'avais jamais entendu sa voix ou vu sa photo dans une vidéo. Elle pourrait très bien être un homme, depuis tout ce temps. Le pourrait-elle, cependant? Non, elle essayait sûrement juste de me faire peur. Elle essayait d'obtenir des réactions tout le temps. Et ces photos correspondent à tout ce dont elle parle. Je n'ai pas à m'inquiéter, n'est-ce pas? J'ai décidé de participer. John? Oh, j'espérais que tu dirais Jacob. C'est bizarre. Mais une fois de plus, j'ai pensé qu'elle était juste bizarre. Et nous avons continué à parler d'autre chose. Je lui ai dit qu'elle m'avait presque fait peur. Elle a ri et s'est excusée. Un soir, j'arrive et nous parlons comme d'habitude. Elle m'a demandé dans quel état je vivais. Je lui ai dit parce que je pensais qu'elle voulait peut-être voir à quoi cela ressemblait par rapport à l'endroit où elle vit sur Google, ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle a dit « Tu n'es qu'à 800 km de chez moi ?»
J'ai dit « Non, tu ne l'es pas ». Elle a dit « Oui, je vais à… » Je cherche cette école, et bien sûr c'est en Alabama. Mais on peut facilement chercher une école sur Google Maps. J'ai donc pensé qu'elle inventait des choses pour obtenir plus de réactions. Elle a alors dit qu'elle avait réparé sa caméra et que nous pouvions faire un chat vidéo ce soir si je le voulais. J'ai dit oui, j'étais très excitée. Nous avions parlé pendant 2 mois et je pouvais enfin la voir au lieu de lui envoyer des photos ou des textos. Je m'installe dans le salon et je l'appelle. Elle a répondu. Vous savez, quand vous vous sentez gelé par la peur et que le temps semble lent. La première seconde, quand je l'ai vue, j'ai pensé que c'était peut-être son frère ou son ami et qu'elle allait déplacer la caméra vers elle. Mais non, c'est juste lui. Alors je me suis figée et sans voix, il a pris l'un de ses ordinateurs portables et se connecte en tant qu'Emily pour me montrer qu'il avait vraiment fait ça pendant tout ce temps. Il ne disait rien. Il sort ensuite une caméra et la pointe vers moi. Je me suis finalement dit de mettre fin à l'appel avant qu'il ne prenne sa photo. Pourquoi avait-il sorti son appareil photo? Je ne sais pas, mais j'essaie de tout assimiler alors que mon cœur bat la chamade. Et même s'il n'est pas près de moi physiquement, c'est quand même très effrayant et dérangeant pour moi. Je me suis ressaisie et j'ai décidé d'essayer d'obtenir des réponses. Je lui ai écrit un simple « Pourquoi ?» et il m'a répondu « Mes amis m'ont défié de faire semblant d'être une fille sur Omegle, mais je t'ai trouvé vraiment cool alors j'ai continué. Mais j'ai arrêté de parler aux autres gars. Je voulais juste continuer à te parler. » Et devinez quoi? Son nom était Jacob. Il avait 21 ans et il venait d'Alabama. Je ne comprenais pas comment il pouvait maintenir sa fausse vie d'Emily tous les jours, et même avoir des photos de tout ce qui semblait si légitime. C'était presque comme si Emily était réelle, et qu'elle était morte cette nuit-là. Cette fille sur ses photos, qui était-elle? Ce qui est étrange, c'est que parfois j'ai l'impression qu'elle est toujours là, même si je sais qu'elle n'existe pas. Je suis une très jeune femme en 6e année. Je n'étais même pas stupide. Je le suis encore un peu, alors s'il vous plaît, ne me faites pas un cours sur la sécurité sur Internet. En vérité, je sais déjà tout ça, mais j'ai choisi de le faire. Je suis consciente que c'était une décision stupide, et ça ne se reproduira plus jamais. Ok, alors commençons. Je m'ennuyais pendant les vacances d'hiver, et j'étais sur la tablette que j'ai reçue à Noël, avec un clavier Bluetooth, mais je ne voulais pas aller dormir. Je me souviens avoir regardé de nombreuses vidéos de farces et attrapes sur YouTube sur un site appelé Omegle. Si vous ne savez pas ce qu'est Omegle, il s'agit d'un site web gratuit avec une version sécurisée pour les 13 ans et plus, et une autre version inappropriée pour des fins inappropriées. Pour une raison pédophile, les gens préfèrent toujours aller sur la version sûre pour montrer aux filles leur anaconda. Ce site vous garde anonyme pour des raisons de sécurité, et ne vous recommande pas de donner des informations personnelles. Comme j'étais stupide, je me suis dit « Hey, autant parler à des inconnus à minuit! Qu'est-ce qui a mal tourné ?» La réponse à cette question est énormément de choses. Je l'ai appris à mes dépens. C'est la 2e fois de suite. J'ai utilisé Omegle le 2 janvier, tard dans la nuit ou tôt le matin. Je suis allée dans ma boîte d'intérêt et j'ai entré 5 choses. Il y avait quelques logs de chat quand j'ai vu une fille qui a dit qu'elle avait 13 ans. Je savais déjà que cette personne était un simulateur. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. En gros, cette fille me demandait des informations personnelles. J'ai tout simulé, sauf mon âge, honteusement. Elle a dit « Cool, j'ai 13 ans, j'ai seulement 1 an de plus que toi ». Elle n'a cessé de me pousser à lui montrer mon corps nu, comme elle le faisait aussi. Bien sûr, j'ai refusé. Et bien sûr, ce pédophile flippant s'est énervé. Apparemment, cette personne m'avait enregistré pendant tout ce temps sur son ordinateur. Il l'a diffusé sur son écran, me laissant me regarder en train de boire dans ma bouteille d'eau. Une image qui peut facilement être photoshopée en quelques secondes pour devenir quelque chose de vraiment inapproprié. Je me souviens l'avoir regardé et lui avoir dit qu'il était malade, ce à quoi il a simplement répondu « Non ». Étant la personne la plus intelligente du monde, je n'ai pas quitté le chat. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, j'ai continué à parler avec lui et je l'ai enregistré en train de me menacer. Il m'a dit que si je ne me montrais pas de manière indécente, il prendrait les enregistrements et les montrer dans une vidéo inappropriée. Quand j'ai dit non, il m'a dit que j'avais 2 choix. 1 de me montrer nue, ou 2 de soulager son fétichisme des toilettes. Comme je n'ai pas répondu, il a pensé que je ne savais pas ce que c'était, et il me l'a dit. Je n'ai pas répondu une fois de plus, alors il est reparti en me laissant le message suivant. « Je suppose que tu as fait ton choix alors. Au revoir. » Au début, je n'ai absolument rien pensé, me disant qu'il n'était pas assez intelligent pour faire ça. Mais plus j'y pensais, plus je paniquais. J'ai pleuré en silence car je ne voulais pas que mon père et son ami m'entendent à côté dans sa chambre. J'ai posté les vidéos sur mon Instagram privé. Moi seule étais autorisée à les voir. Mes seuls followers étant des personnes de mon école que je connaissais, j'ai demandé de l'aide. Seule une petite quantité de personnes étaient en ligne, comme 2, donc je me suis épargné une certaine gêne à l'école. Comme une certaine personne de l'école l'a vu, l'autre était ma demi-sœur de 13 ans, Val.
La fille qui l'a vu a fait une capture d'écran et m'a envoyé un message, me demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté et elle m'a dit que je devais appeler la police. Malheureusement, j'ai dû appeler la police. Ou heureusement en fait. Le répartiteur a été très gentil, mais quand la police est arrivée, la dame qui était là ne l'était pas. Elle m'a sermonné, puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle n'était pas en mesure de procéder à une arrestation, car je l'avais laissé faire tout ça, comme si je l'avais voulu. Bien sûr, je leur ai montré les vidéos. Mon père a dit qu'il était déçu de moi. Et pour faire court, j'ai été punie de tout. Je viens à peine d'avoir ma tablette à Pâques. Après 83 jours, mon téléphone et mon iPod cassé sont toujours confisqués. Je déteste Omegle. Il y a 1 an ou 2, j'étais un de ces types qui allait sur Omegle pour chercher du sexe. Alors ouais, j'étais un peu pervers. J'avais l'habitude de chatter puis de parler sur des emails et des coups de pied, ce qui se terminait normalement par un sexting ou quelque chose comme ça. Je m'assurais qu'elles avaient toujours moins de 16 ans, puisque j'en avais 15 à l'époque. 16 ans était légal là où je suis, et j'ai évité d'attirer des ennuis aux autres. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un sur Kik, et nous avons commencé à nous fréquenter. Excusez le jeu de mots. Nous avons beaucoup bavardé. J'ai découvert qu'elle était de l'endroit où j'habitais, et j'étais ravie à ce moment-là. Mais c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait 22 ans à peu près. Maintenant, je pense que j'ai peut-être été le plus grand idiot possible, et j'ai dit que j'avais 16 ans. Nous avons parlé de nous rencontrer pendant un certain temps, et un jour elle a parlé de sexe. Alors je n'envoyais jamais rien d'autre que des photos torse nu, ce qui pour être honnête n'était pas du tout impressionnant pour des raisons évidentes. Cette fois j'ai décidé d'envoyer des photos plus privées. J'ai reçu des photos en retour, et elles semblaient plutôt authentiques, alors nous avons continué. Nous avons discuté davantage, et un jour elle a lâché une bombe. Elle a dit qu'elle était en fait dans une relation, mais qu'ils envisageaient un plan à 3. En tant qu'adolescente excitée, j'ai pris ce que je pouvais et j'ai dit oui. C'est à ce moment-là qu'elle a apparemment montré et partagé les emails avec son petit ami. J'ai eu beaucoup de discussions sur ce qui allait se passer et tout ça, et j'étais assez excitée pour être honnête. À ce moment-là, les deux m'ont demandé si j'avais déjà pensé ou fait des choses bisexuelles. J'étais un peu effrayée, mais j'ai simplement répondu non aux deux, et leur ai dit que j'étais hétéro. Au début, ils m'ont dit d'accord, mais ils sont revenus à la charge en me demandant si j'étais sûre. À ce stade, j'ai pensé que je me sentirais pas du tout en sécurité et mal à l'aise de les rencontrer, ou même de discuter avec eux. Et c'est ce que je leur ai dit. C'est maintenant que ça devient effrayant. On m'a dit d'arrêter, et j'ai été inondée de courriers contenant de nombreux abus sexuels et normaux. J'ai ignoré tous les emails, j'ai eu peur, mais je ne pensais pas trop à ça. Un jour, j'ai reçu des SMS et des appels masqués contenant le même type d'abus que ceux qui m'avaient effrayée. Je ne leur ai jamais donné mon numéro, et je n'avais jamais parlé à personne de ce qu'il se passait, donc c'était eux. Mais comment? J'ai reçu des SMS disant qu'ils allaient envoyer ma photo à mes parents, la poster à tous mes amis, et qu'ils ne le feraient pas seulement si je faisais ce qu'ils me demandaient. J'étais pétrifiée, j'allais appeler la police, mais je pensais que je pourrais avoir beaucoup d'ennuis pour cela. J'ai demandé ce qu'ils voulaient, puis j'ai découvert qu'il s'agissait bien d'un seul homme pendant tout ce temps. Il a dit que si je ne faisais pas l'amour avec lui, alors il ferait ce dont il m'a menacée. À ce moment-là, j'ai dit que j'étais mineure, et que je le ferais arrêter pour pornographie infantile. Il ne m'a pas cru. J'ai aussi mentionné que c'était du chantage. Il a alors menacé de me faire du mal, et j'ai répondu « Tu ne sais pas où j'habite ». Il m'a alors indiqué une route sur laquelle je vivais. J'ai affirmé qu'il se trompait, mais il ne s'est pas laissé convaincre. J'ai tout ignoré pendant un bon mois. J'ai volontairement pris de longs trajets pour rentrer de l'école, et je ne suis jamais sortie tout seul. J'ai tout verrouillé chez moi quand j'étais seule. J'ai supprimé mes emails, découpé ma carte SIM, et fait en sorte de ne plus jamais avoir les cheveux longs pour qu'ils ne me reconnaissent pas. J'ai vécu dans la peur pendant environ 6 mois avant de m'en remettre. Je ne l'ai dit qu'à une poignée d'amis proches par sécurité. Cela montre simplement que l'on ne peut faire confiance à personne en ligne, et qu'il n'est pas sage d'y être pour la raison pour laquelle j'y étais, surtout quand on est mineur. Personne ne comprend vraiment à quel point les médias sociaux peuvent être dangereux. C'est vraiment un monde si différent où chacun peut être ce qu'il veut. J'avais 16 ans à l'époque où cette histoire s'est produite. J'étais toujours sur MySpace, vous savez, les trucs typiques des adolescents. Je recevais quelques messages ici et là, mais il y avait ce garçon qui m'envoyait constamment des messages. Je lui répondais parfois le typique bonjour ou quoi de neuf, ce genre de choses. Je n'en pensais rien. Un jour, moi et mon amie, appelons-la Anna, nous nous promenions dans la ville. Comme d'habitude, nous nous sommes arrêtés dans le complexe immobilier près de chez moi, juste pour faire une pause. Nous étions assises sur les escaliers quand un type est arrivé derrière nous et a dit à Anna « Hé, t'as un briquet ?» Elle a répondu « Non » et il est parti. Puis environ 15 minutes plus tard, il est revenu et s'est tenu derrière moi. J'ai commencé à voir dans ma vision périphérique un mouvement de main, alors je me suis retournée un peu plus, et j'ai vu sa main dans son pantalon bouger de haut en bas tout en me faisant face. Mon cœur s'est instantanément monté dans mon estomac. J'ai commencé à courir sur mon téléphone pour envoyer un texto à Anna, et je lui ai dit que je pensais qu'ils se touchaient. On se sentait toutes les deux bloquées.
Il s'est ensuite assis à côté d'Anna, et il était si près qu'il touchait son bras. J'ai fait semblant d'être au téléphone pour qu'il parte. Il regarde Anna, puis dit « Elle s'appelle Nadia ?» Anna a eu peur instantanément, et elle s'est mise à hurler « Demande-lui toi-même !» Mais je faisais toujours semblant d'être au téléphone. Environ 5 minutes plus tard, l'agent de sécurité s'est promené et nous a dit bonjour. Puis il a parlé à l'enfant, appelons-le Antonio. « Et quoi de neuf, Antonio? Tu traînes avec ces dames ce soir ?» Je savais que sa tête devait être écrite sur mon visage. Pourquoi ne le voit-il pas? L'agent de sécurité dit alors « Eh bien, si j'entends parler de 2 filles blanches qui disparaissent, je crois que je sais qui appeler à ce stade. » Je commence à me sentir plus malade que je ne l'étais déjà. L'agent de sécurité est alors parti, et pourtant Anna et moi sommes toujours assis là, en se sentant plus coincés que jamais. Quelques minutes plus tard, un de ses amis arrive et me dit « Tu veux entrer ?» J'ai finalement assez d'énergie pour dire non, et que je devais aller rejoindre mon cousin. Avant que nous commencions à nous lever, l'ami d'Antonio se place devant moi et me dit « J'ai dit non, et Anna et moi a commencé à marcher vers la sortie, car ma maison est juste en haut de la colline. Et qu'est-ce que vous savez? Ils ont tous les deux commencé à nous suivre. Nous entrons dans ce tunnel et Anna dit « Enlève tes chaussures pour qu'on puisse courir, et qu'on ne veut pas qu'ils entendent où on va. » Donc, nous voilà pieds nus, courant comme si nos vies en dépendaient. On passe sous ma rue, on court jusqu'à ma maison, on entre dans le couloir de derrière. C'est si calme que tout ce qu'on pouvait entendre c'était moi, essayant de reprendre mon souffle, et mon cœur battant dans mes oreilles. J'ai commencé à regarder Anna, effrayée, qui se cachait derrière le mur en fixant la porte vitrée, attendant de voir si quelqu'un allait surgir. Nous avons fini par nous calmer mutuellement. Je pensais que tout était fini jusqu'au lendemain matin, quand je suis allée sur MySpace. J'avais un message de lui qui disait alors « Je veux juste que tu saches, je sais dans quelle maison tu vis », avec le nom de ma rue indiqué. Alors je l'ai bloqué sur MySpace, et je ne suis plus jamais passée devant ce complexe. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'il était en prison. Et d'après ce que je sais, à maintenant 25 ans, il est toujours en prison. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il a fait, mais j'espère vraiment ne plus jamais le croiser. Plus jamais. Je vis avec mon petit ami dans une petite maison d'un étage dans la banlieue de Bristol, en Angleterre. Mon petit ami est le directeur de notre supermarché local pour animaux. Il doit donc souvent travailler tard et prendre des heures de nuit. Pendant la nuit, à cause de ces heures de travail folles, j'étais obligée de rester à la maison et de m'occuper en regardant des films à la télé. Une nuit, il pleuvait vraiment fort. Mon petit ami était au travail comme d'habitude et j'étais à la maison en train de regarder quelques épisodes de la série The Walking Dead sur Netflix. En regardant mon émission, j'ai entendu frapper à la porte. Au début, j'ai pensé que c'était le livreur qui nous apportait nos courses chaque semaine. Alors j'ai pris ma carte d'identité et j'ai commencé à me diriger vers la porte, tout en mettant mon masque. C'était pendant la pandémie actuelle, et mon petit ami et moi n'aimions pas aller faire les courses de peur d'attraper le virus. Alors nous demandions à quelqu'un de nous les apporter. J'ai ouvert la porte, prête à donner ma carte d'identité, mais j'ai été choquée de voir un étranger debout sous la pluie. Il portait une chemise noire à manches longues, un pantalon noir, et il avait les cheveux en désordre, un peu comme un sans-abri. Tout à coup, il s'est mis à faire des bruits forts et aigus. Sa bouche était ouverte, avec plusieurs dents manquantes, et j'ai vu la folie dans ses yeux rouges. Cela m'a d'abord fait peur, mais en essayant d'être poli, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Mais évidemment, il n'a pas répondu. Ce type était clairement sous l'emprise d'une drogue forte. À ce moment-là, mon adrénaline montait en flèche, mais je ne voulais pas être impoli et lui fermer la porte au nez. Après plusieurs tentatives de ma part pour lui demander s'il avait besoin d'aide, il a lentement fait demi-tour et est reparti, disparaissant dans la nuit, toujours en criant et en hurlant comme un fou. J'étais un peu mal à l'aise, mais je ne me sentais pas menacée pour autant, et je me suis dit que ce type était sûrement juste ivre en fait. Je continuais à regarder mon émission, et finalement mon petit ami rentre à la maison. Et nous avons bouclé la journée à ce moment-là, jusqu'à environ 4 heures du matin. Je dormais dans mon lit quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Je me suis frotté les yeux, et j'ai vu que c'était un numéro inconnu, donc je ne pouvais que supposer que c'était de mauvaises nouvelles. Dès que j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu les bruits. Les mêmes bruits que l'homme de tout à l'heure. J'ai raccroché le téléphone et bloqué le numéro pour m'assurer qu'il ne rappellerait pas. Mais je n'avais aucune idée de la façon dont il avait réussi à obtenir mon numéro. Cette question me hante encore aujourd'hui. Je vis toujours dans cette maison, mais plus rien d'étrange ou d'anormal ne s'est produit depuis.
Alors, pour situer le contexte, je suis une jeune femme de 19 ans. Je viens de déménager hors de l'État et je viens de commencer mon premier semestre à l'université. Je n'ai pas vécu sur le campus, car cela coûtait une fortune. Alors j'ai dû vivre avec mes parents jusqu'à ce que je puisse me permettre de déménager. Un jour, pendant le week-end, mes parents avaient quitté la maison pour 3 jours de vacances. Et j'avais donc la maison pour moi toute seule. Comme je n'avais que 19 ans et que je m'ennuyais facilement, il n'y avait pas beaucoup de choses qui pouvaient m'occuper. Donc j'ai appelé mon amie qui habitait juste en face pour lui proposer de venir chez moi et de regarder un peu Netflix, puisque nous avions récemment eu l'abonnement. Elle a accepté et est venue chez moi. Nous nous sommes assises sur le canapé pour regarder un film. Au bout d'1 heure environ, mon amie a pris la télécommande et a mis le film en pause en disant « Lise, t'entends ça ?» C'était très faible, mais je pouvais juste distinguer une sorte de léger bruit métallique venant de mon jardin. Je vis près d'une zone boisée, donc il y a tout un tas de cratères indésirables qui regardent autour de mon jardin. Cependant, le bruit avait l'air d'être un modèle. C'était le même bruit de détonation et de raclage répété encore et encore. Et j'ai eu mal au cœur. Étant une personne très paranoïaque qui regarde trop de films d'horreur, j'ai attrapé la batte de baseball de mon frère dans sa chambre. Quand j'ai ouvert la porte arrière, il faisait pratiquement nuit noire dehors, donc je ne pouvais pas voir ce qui faisait du bruit. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un rat, ou même d'un écureuil. Mais lorsque j'ai allumé la lumière extérieure, toutes mes pensées sur ce que cela pouvait être se sont rapidement évanouies. La lumière extérieure a révélé un homme, frappant mon climatiseur avec l'un des outils de jardinage de mon père. Il était très mince, peut-être 1,75 m, et il avait l'air de n'avoir vu personne depuis des années. J'ai perdu la tête et j'ai couru à l'intérieur, en disant à mon ami que nous devions sortir par l'avant, et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons couru hors de la maison si vite et sommes montés dans ma voiture. Pendant que mon ami était au téléphone avec la police, je pleurais à chaudes larmes, jusqu'à ce qu'on s'arrête à une station-service voisine pour que je puisse me calmer. Pour autant que je sache, la personne qui était dans mon jardin cette nuit-là est partie. La police a fouillé la zone, mais il n'y avait aucun signe de la personne qui correspondait à ma description. Mais plus tard, la police m'a annoncé des nouvelles très inquiétantes. Ils ont dit qu'en regardant autour de ma maison, ils ont vu que la porte de mon garage était grande ouverte et défoncée. Mon petit ami est sorti pour un verre à Londres il y a quelques semaines, et j'avais hâte de passer la nuit ici. Ma nuit était toute planifiée. Netflix, à emporter, ouvrir du vin et partager le canapé avec notre chien. Nous avons un husky appelé Lulu, qui pense qu'elle est un humain. Bref, Lulu et moi avons passé une bonne soirée, et puis nous nous sommes couchés. Lulu dort habituellement dans notre lit, mais juste à côté de nos pieds. Mais là, je me suis réveillée avec Lulu qui me léchait le visage. Il aboyait et me criait dessus. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai pensé immédiatement qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Alors je me suis levée du lit, et c'est là que j'ai entendu des coups très forts en bas. À quel point Luc était-il ivre, je me suis dit. Nous arrivons en haut des escaliers, et Lulu me pousse en arrière et se tient sur l'escalier en grognant. J'ai essayé de passer devant elle, mais elle n'arrêtait pas de me regarder et ne me laissait pas passer. Les coups continuaient. « Qu'est-ce que tu fais? Viens te coucher tout de suite !» Je crie dans l'escalier en espérant que mon petit ami finisse ce qu'il est en train de faire, se mette au lit, et puis je lui parlerai sûrement de tout ça demain. Alors les coups s'arrêtent, et Lulu fait quelques pas vers l'escalier, mais elle grogne toujours. J'ai une idée lumineuse. Je vais chercher mon téléphone qui est en train de charger près du lit, et j'appelle Luc, mon petit ami. Je pensais qu'il s'était peut-être évanoui en bas, alors je n'avais qu'à attendre d'entendre sa sonnerie et de la suivre pour me conduire à lui. « Hé, babe !» Je tourne dans la rue. « Pourquoi est-ce que t'es toujours réveillée ?» Je lui raconte qu'on a frappé à la porte et que je pensais que c'était lui. Je peux entendre Lulu grogner. Et nous nous sommes tous les deux mis d'accord pour dire que ce n'était pas un comportement normal pour elle. Luc dit qu'il est 2 portes plus loin et nous raccrochons. Quand il rentre, il me dit d'aller me coucher puisqu'il est si tard et que nous pourrions en parler demain matin. Donc nous allons tous nous coucher, sauf Lulu qui reste assise près de la porte toute la nuit. Ce que nous avons découvert le matin m'a glacé le sang. La porte d'entrée était presque sortie de ses gonds. Le bruit était celui de quelqu'un qui frappait la porte encore et encore, et qui était sur le point d'entrer dans la maison. Nous avons acheté une nouvelle porte, et le type qui l'a posée a dit qu'il aurait suffi de quelques coups supplémentaires seulement pour que la porte précédente cède. Merci mon Dieu que Lulu m'ait réveillée. Alors, cette histoire s'est passée il y a quelques années, et elle me hante toujours autant. Je suis une femme de 25 ans. Je viens d'acheter ma première maison avec mon fiancé à Charleston, en Caroline du Sud. La maison dans laquelle nous avons emménagé n'avait rien de très spécial. C'était juste une maison de base, appropriée pour 1 ou 2 personnes.
Un soir, mon fiancé a été appelé au travail car il y avait une réunion importante avec ses employés pour discuter de quelque chose concernant la satisfaction du client. Il y avait une tempête dehors et je me sentais fatiguée. Alors j'ai décidé de me jeter sur mon canapé avec mon chien, Crayon, pour essayer de trouver quelques bonnes émissions à regarder sur Netflix. Après avoir regardé une page sans fin de spectacles et de films, je me suis finalement installée avec une histoire d'horreur américaine, qui est la meilleure série à mon avis. Jusqu'à environ 1 heure après le début de quelques épisodes, je commençais à m'endormir, quand j'ai été réveillée par les aboiements de Crayon. C'est un berger allemand, et une bonne fille, mais sa grande bouche posait problème. Crayon regardait la porte en verre coulissante qui menait dans la cour. Maintenant, nous vivons juste à côté d'une réserve forestière, alors j'ai pensé qu'elle aboyait seulement pour un écureuil ou quelconque autre animal. Cependant, ses aboiements sont passés de simples agaçants à défensifs. Elle a alors couru jusqu'à la porte vitrée en sautant dessus, tout en la grattant constamment, essayant en fait de la briser, tout en continuant à aboyer à tue-tête. J'ai commencé à devenir curieuse et j'ai arrêté mon film pour aller voir ce qu'il se passait. J'ai pris quelques respirations profondes pour me calmer et j'ai allumé l'interrupteur de la lumière extérieure. Ce que j'ai vu me hantera à jamais jusqu'à ce jour. Il y avait quelqu'un debout dans un imperméable noir. Il me regardait portant un masque de vendetta. Il faisait nuit noire, donc je ne pouvais pas distinguer ses traits. Peut-être 1,80 m, une carrure énorme. J'ai fermé les rideaux et je suis allée directement à mon téléphone portable pour composer le 911. J'ai appelé Crayon et je me suis cachée dans ma chambre avec lui, jusqu'à ce que la police arrive. Soudain, j'ai entendu un grand bruit venant du salon. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il était entré par effraction. Pendant tout ce temps, je sanglotais, priant Dieu pour que je ne meure pas. Quand j'ai entendu des sirènes au loin, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids de 1000 livres. J'ai alors entendu un martèlement rapide à ma porte, ainsi que 2 ou 3 personnes qui criaient « Police !» J'ai ouvert la porte avec plaisir, et j'ai fait de mon mieux pour tout expliquer. Mais comme dans la plupart des situations similaires, l'homme était parti depuis longtemps. Il s'en est tiré à bon compte. La semaine suivante, mon fiancé et moi avons dû remplacer la porte en verre coulissante, et nous avons maintenant installé un système de sécurité par caméra. Je me demande toujours ce qui serait arrivé si Crayon n'avait pas été là pour m'alerter. Cela m'est arrivé il y a quelques années, à l'âge de 25 ans, et c'est de loin l'une des rencontres les plus effrayantes et inexpliquées que j'ai jamais fait. C'est absolument vrai, et c'est quelque chose que je devais partager. Je vis dans une maison en terrasse, qui est en fait plusieurs maisons combinées ensemble, formant un grand appartement. Ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre, mais mes parents veulent que je déménage, et c'était l'un des seuls endroits où je pouvais me permettre de payer un loyer mensuel. Je vis à Los Angeles, donc c'est très cher, et sans beaucoup d'argent, soit tu te débats financièrement, soit tu vis dans la rue. Bref, je venais de rentrer du travail après une longue journée, et j'avais besoin de temps pour moi. En étant un grand amateur de canapé, je me suis jetée dessus en ouvrant Netflix, en attendant que mon fiancé revienne. J'ai un chat américain de couleur pêche à poil court, nommé Gus, et il est en fait mon animal de soutien émotionnel pour m'aider à faire face à mon anxiété. Donc je me suis assis là à regarder Orange is the New Black avec mon chat quand il a commencé soudainement à miauler de façon répétée. Et même si c'est quelque chose que tous les chats ont tendance à faire, j'ai trouvé le comportement très étrange, car mon chat ne miaule jamais, sauf quand il veut de la nourriture. Mais vu qu'il avait déjà été nourri il n'y a pas si longtemps, cela n'avait aucun sens. Et tout à coup, ses miaulements se sont transformés en sifflements aigus, et il a courbé le dos. Les poils de son dos aussi ont commencé à se dresser. À ce moment-là, je ne savais pas comment il aurait pu avoir si peur. Et c'est alors que j'ai réalisé qu'il regardait la porte de la salle de bain dans le couloir. Mon cœur s'est enfoncé dans le creux de mon estomac, car j'ai réalisé que quelque chose avait dû la faire sursauter. La porte de la salle de bain était fermée, mais je me suis approchée, sur la pointe des pieds, et j'ai mis mon oreille dessus. C'est alors que j'ai entendu un grand bruit frapper à la porte. J'ai attrapé Gus, et je l'ai emmené à l'extérieur de mon appartement, dans le hall. Au début, j'ai pensé que mon petit ami se moquait de moi de la pire façon possible, mais il a prétendu qu'il était encore au travail quand je l'ai appelé. N'ayant pas d'autre choix, j'ai appelé la police qui a dépêché 2 voitures en 5 minutes. 2 des agents m'ont interrogé, pendant que 2 autres sont allés vérifier dans mon appartement. À leur retour, ils avaient de drôles de nouvelles à me communiquer. Ils étaient montés dans ma chambre et avaient fouillé tout l'appartement, mais n'avaient trouvé personne. C'était techniquement impossible, car j'avais fermé la porte d'entrée quand j'ai entendu le bruit. Alors la personne qui y était ne pouvait possiblement pas s'échapper. Je ne sais pas si c'était un intrus ou quelque chose de paranormal, mais je savais que mon esprit ne me jouait pas de tour, car mon chat lui aussi était effrayé. Une chose que je sais, c'est que je n'étais pas seule dans mon immeuble ce soir-là. Je ne l'ai jamais rencontré.
Je ne connaissais ni son nom ni son visage, j'étais parfaitement inconsciente de son existence. Je ne saurais jamais pourquoi ni quand cela a commencé, et j'en suis heureuse. Je crois que j'ai emménagé dans mon tout petit appartement en février de l'année dernière. Ma propriétaire, Olivia, était une femme âgée et gentille, qui cuisinait beaucoup trop de nourriture et m'accordait les restes. Je suis asociale, mais cela ne la dérangeait pas de louer à une jeune fille recluse qui lui rappelait sa fille. Toutes les semaines, elle frappait à ma porte puis partait en me faisant savoir qu'elle laissait quelque chose pour moi. J'adorais le fait que même ma famille ne pouvait pas cuisiner aussi bien. Le lendemain matin, je me levais et laissais les récipients vides devant ma porte, et au bout d'une heure environ, elle revenait et les emportait. Mes autres voisins semblaient bien, mais je ne leur parlais jamais vraiment. Je travaille à la maison, alors chaque fois que j'étais obligée de sortir, je me précipitais dans mon appartement, évitant une situation inconfortable. J'adorais vivre seule. C'était tout ce que j'espérais. Je pouvais simplement respirer. Mais à partir d'avril, j'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas bien. Il y avait des choses qui bougeaient et qui disparaissaient dans ma maison. J'étais convaincue que c'était juste de l'anxiété, causée par mon nouveau médicament et le déménagement. Un autre effet secondaire était qu'il me rendait si somnolente. Comme je détestais voir le médecin, j'ai fait avec. Je faisais des siestes pendant la journée et j'ai fini par ne plus m'en soucier, jusqu'à ce qu'un incident vienne doubler ma paranoïa. Un jour, Olivia m'a apporté une sorte de salade grecque pour le déjeuner et je l'ai dégustée avec mon ami Netflix. Je me suis endormie au milieu de Portlandia et je me suis réveillée ce soir-là à 17 h comme d'habitude. Ce qui n'était pas habituel, c'est que mon lit situé de l'autre côté de moi était dérangé. Je ne dors que de mon côté droit, mais plus étrange, la place était chaude. Ma première pensée a été que j'avais dû beaucoup me retourner, mais je savais que c'était trop étrange pour être ignoré. Je me suis levée et j'ai fouillé l'appartement, tenant mon téléphone avec le mot 911 tapé. Rien d'autre n'était dérangé. Tout était exactement comme il se doit. Pendant les prochaines semaines, tout m'a semblé normal, mis à part les souliers déplacés, le rideau de la salle de bain enroulé, comme d'habitude. Je pensais à le dire à mes parents ou Olivia, mais tant que ce n'était pas une situation de vie ou de mort, je ne voulais pas risquer qu'on pense que je sois simplement paranoïaque. Je n'ai pas eu peur. J'étais nerveux, peut-être un peu têtu aussi, mais je suis restée. Je ne vais pas laisser une stupide anxiété ruiner mon joli monde solitaire. Mais est arrivé et tout a empiré. Mes sous-vêtements, ma brosse à dents, peut-être même ma nourriture étaient égarés. Chaque fois que je me réveillais, il y avait une odeur étrange dans l'air. Et j'ai finalement réalisé que ça ne partirait pas si je continuais à l'ignorer. J'ai appelé ma mère et je l'ai suppliée de venir et de rester quelques jours. En arrivant à la maison, je leur ai tout raconté. Le fait de le dire à voix haute et forte empêche les soupçons de mes parents. Ce week-end, mon père est allé à mon appartement et ce qu'il y a trouvé était une véritable horreur. Sur les murs, il y avait écrit « Reviens bébé, s'il te plaît ». Il est sorti en courant et a appelé la police. Personne ne vivait dans mon appartement, mais quelqu'un d'autre que moi y avait accès. L'enquête a révélé qu'un homme, Henry, le fils de ma propriétaire, Olivia, avait une relation projetée avec moi. Ils m'ont montré sa confession sur cassette. Il a admis être entré dans mon appartement chaque nuit et chaque jour avec le double des clés de sa mère. Il a prétendu que nous étions amoureux et qu'il avait ma permission. Il droguait la nourriture que sa mère me laissait, ce qui provoquait bien sûr ma somnolence, et il se permettait d'entrer, de me regarder dormir, de toucher mes cheveux et d'embrasser mon épaule. Les restes dans le frigo ont été testés et ont confirmé ce soupçon. J'étais absolument horrifiée et dégoûtée. Un homme dont j'ignorais l'existence ramassait mes cheveux, mes vêtements et mes déchets et vivait pratiquement dans mon appartement pendant 4 mois. Et je ne m'étais rendu compte de presque rien. Quand j'avais 17 ans, je suis restée après l'école avec quelques camarades pour utiliser le réseau terrestre des classes de 6e pour faire une grande partie de Counter-Strike. C'était avant que j'aie une connexion internet ou un ordinateur assez convenable pour jouer à des jeux en ligne à la maison. Alors, vous pouvez imaginer que j'ai eu un plaisir fou. Je veux dire que nous l'avons tous eu, et nous sommes restés si tard que les concierges ont dû commencer à éteindre physiquement tous les ordinateurs et tous les réseaux pour nous faire partir. Comme c'était en novembre, il faisait déjà nuit quand nous sommes rentrés chez nous. Et la seule lumière que j'avais pour me guider était la lumière des lampadaires orange au bord de la route. Mais tout à coup, alors que je marchais dans la vieille rue à 800 mètres de là où j'habitais, toutes les lumières de la rue se sont éteintes en même temps. C'était si alarmant que je me suis littéralement arrêtée dans mon élan, et je me suis retrouvée à regarder autour de moi pour remarquer que toutes les lumières des maisons voisines étaient éteintes aussi. Le réseau électrique de la ville dans laquelle je vis est assez fiable, et c'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Donc, naturellement, j'étais un peu effrayée. J'essaie d'appeler un de mes amis pour voir si l'électricité est également coupée dans son quartier,
mais mon téléphone ne fonctionnait plus. Votre appel n'a pas abouti. Veuillez raccrocher et réessayer. Donc, les téléphones étaient éteints, les lumières étaient éteintes, mes parents n'étaient pas encore à la maison. Et il y a une voix dans ma tête qui m'a dit... La 3e guerre mondiale est sur le point de commencer. J'étais bien trop anxieux pour rester assis à la maison dans le noir, au sens propre comme au figuré. Alors je suis sortie dans les rues et j'ai commencé à marcher vers l'endroit où vivait mon ami, celui-là même que j'avais essayé d'appeler. D'autres personnes sont sorties des maisons et les voisins parlaient entre eux, se demandant ce qu'il se passait. C'était vraiment effrayant de voir à quel point il faisait sombre dehors. C'était une chose que très peu d'entre nous, à l'ouest, avaient eu l'occasion de voir. Un paysage urbain complètement plongé dans l'obscurité. Il y avait une tension dans l'air. On pouvait la sentir. Et sans téléphone en état de marche pour contacter quelqu'un ou savoir ce qu'il se passait, cette tension est devenue de plus en plus forte. Il n'y avait pas de courant nulle part. J'ai marché pendant 30 minutes jusqu'à la maison de mon ami, avec pour seule lueur des torches et des bougies. On voyait mieux autour des routes principales, grâce aux phares des voitures, mais c'était le chaos sans feu de circulation, et des carrefours entiers étaient bloqués par des voitures qui essayaient de se contourner. Je me suis rendue chez mon ami, évidemment, et il n'y avait pas d'électricité non plus chez lui. Seulement, à un moment où il était beaucoup plus sûr de le faire, nous ne sommes pas restés à l'intérieur. Et j'ai toujours pensé que c'était bizarre, comme nous avons gravité vers la seule vraie source de lumière. À peu près tout le monde l'a fait aussi. Et au cours de la marche, de haut en bas des routes principales encombrées de voitures, nous avons juste en quelque sorte heurté le reste de notre petit groupe d'amis. Et c'est ce qui a commencé comme une expérience assez troublante, s'est transformé en quelque chose de suprêmement excitant. Nous n'avions aucune idée de la date à laquelle l'électricité allait revenir, ni de la raison pour laquelle elle avait été coupée. Et après quelques heures d'obscurité presque totale, même les adultes autour de nous ont commencé à se demander ouvertement si elle allait revenir de sitôt. Les choses ont commencé à prendre une tournure apocalyptique, mais nous étions des adolescents, et nous étions ensemble. Nous avions cet air juvénile d'invincibilité qui nous faisait penser que nous pouvions tout affronter. C'était en fait assez euphorique, mais ce sentiment ne devait pas durer. Vous voyez, nous n'étions pas les seuls à détecter un soupçon de tension dans l'air, et là où d'autres voyaient un chaos potentiel ou un danger, d'autres voyaient une opportunité. Le premier indice est apparu lorsque nous avons vu 3 gars sortir en trombe d'une boutique du coin, rapidement suivis par le propriétaire qui les suivait en leur aboyant qu'il avait appelé la police. De toute évidence, ils avaient profité de l'obscurité pour le voler, et c'est la première fois que nous avons compris à quel point nous étions tous vulnérables à ce moment-là. L'absence d'électricité signifiait l'absence de lumière, mais aussi l'absence de signal d'alarme, de caméras de surveillance, et l'impossibilité pour la police de répondre aux appels en raison de la circulation intense. Nous avons commencé à voir des choses comme des propriétaires de magasins, avec des battes de baseball et des barres de fer dans leurs mains, tirant des volets sur leurs fenêtres, ou des conducteurs qui devaient être physiquement séparés les uns des autres pour les empêcher de se battre. C'était une mauvaise scène, et c'était stupide de notre part de rester dans le coin, au cas où quelque chose de particulièrement chaud se produirait. Mes amis ont décidé de se retirer sur le parking de l'école primaire, où nous avions l'habitude de faire du skate. Un parking qui était niché près de la rivière et entouré d'arbres. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de coupure de courant, nous aurions compris pourquoi c'était une mauvaise idée. Mais que ce soit à cause de l'obscurité totale ou d'un manque général de conscience, nous n'avions aucune idée de ce qui allait arriver. Et oh mon Dieu, j'aurais aimé que ce soit le cas. Nous traînions autour du parking, qui était normalement éclairé par quelques lampadaires. Mais évidemment, cette nuit-là, c'était l'obscurité totale. La seule lumière provenait de la lune ou des écrans de nos téléphones qui, comme en 2005, n'étaient pas particulièrement lumineux. Littéralement, n'importe quoi aurait pu nous surprendre si c'était assez calme. Nous n'avions absolument aucune conscience spatiale, et c'est ce qui a rendu les événements qui ont suivi encore plus terrifiants. Au début, l'un d'entre nous a dit « Chut, vous avez entendu ça ?» Tout le monde s'est figé, à l'écoute de ce que notre compagnon avait entendu, mais il n'y avait que le silence. Un peu plus tard, ça s'est produit à nouveau, et cette fois notre ami, apparemment paranoïaque, a insisté sur le fait qu'il avait entendu quelque chose dans les arbres, à proximité. Mais nous avons simplement rejeté ces craintes comme une tentative de farce. Alors, lorsque l'un d'entre nous a été attrapé par quelque chose qui cherchait à l'étrangler, nous avons tous pensé qu'il s'agissait d'un autre de nos numéros qui faisait des bêtises, mais je n'oublierai jamais la peur qui régnait dans l'air lorsque nous avons soudainement réalisé que nous n'étions plus seuls, que la personne qui nous avait attrapés était un parfait inconnu qui avait surgi de nulle part. L'un d'entre nous a essayé d'arracher l'étranger à notre ami, mais il semblait être projeté au sol par une force invisible. C'était hideusement confus d'où venaient ces gens, et pourquoi ils faisaient ça. C'était un mystère complet. Mais je savais une chose, c'était certain, nous étions attaqués. Je ne suis même pas tout à fait sûre de ce qui s'est passé après ça.
Je suis presque certain que nous étions moins nombreux, parce que je me souviens qu'au moins 2 personnes m'ont donné des coups de pied, après que j'ai été assommé par un coup de poing au visage. Cela a semblé durer une éternité, et ça ne s'est arrêté que lorsque j'ai entendu 2 voix. Près de moi, quelqu'un disait quelque chose comme « Oh, je pense qu'il est mort. » Quoi? Il bouge pas, je pense qu'il est mort. Oh mon Dieu, sortons d'ici, mec! Puis les coups de pied s'arrêtent, j'entendais pas, et soudain tout est calme. J'aurais dû me sentir soulagée que l'attaque ait cessé. Mais les mots de ce type n'ont fait que résonner dans mon crâne. Il est mort. Je lève les yeux après avoir rentré ma tête dans ma poitrine et m'être protégée de mes bras, et je vois quelques formes sombres ramper ou boiter vers une autre forme sombre, qui était étendue sans bouger sur le béton. C'était l'un des pires moments de ma vie. Penser que je regardais le corps mort de l'un de mes amis les plus proches. Mais heureusement, il n'était pas mort. Ce n'était pas vraiment bien, mais il n'était pas mort. Il avait dû prendre un coup assez lourd parce qu'il était complètement assommé. Comme un de ces mauvais coups aussi, quand la personne est groggy quand elle se réveille. C'était encore vraiment inquiétant, mais bon sang. Le pur soulagement que j'ai ressenti quand il a bougé et gémi pour la première fois. Aucun d'entre nous n'avait été trop gravement blessé. Juste quelques yeux au beurre noir et quelques lèvres cassées. Et malgré le fait que nous étions inquiets que le gars qui a été assommé ait pu avoir une commotion cérébrale, il ne s'est pas plaint d'avoir des nausées ou de vertiges les jours suivants. Finalement, nous sommes tous rentrés chez nous en boitant et en espérant que le courant resterait coupé, pour ne pas avoir à aller à l'école le lendemain, avec des œils au beurre noir et des croûtes aux lèvres. Mais le courant est revenu, et nous n'avons même pas eu de jour de congé. J'ai vu de mes propres yeux que les fils fragiles qui maintiennent la société ensemble n'ont pas besoin de beaucoup de pression avant de se tendre, jusqu'au point de rupture. Et il suffit d'une petite coupure de courant pour que nous ressentions tous cette pression. Et certains d'entre nous ressentent quelque chose d'autre aussi. Et pour certains, l'obscurité fait ressortir un désir prédateur primitif, de chasser et de victimiser les mêmes personnes que nous appelons voisins. Et c'est ce genre de personnes, les monstres en costume de viande humaine, dont nous avons été victimes cette nuit-là. Je vis dans un endroit appelé Beddington, ici dans le Maine. C'est la partie la moins peuplée de l'État, ce qui en fait probablement l'une des zones les moins peuplées du pays. Et avec une population d'un peu plus de 50 personnes, ou la définition même d'une sorte de ville à guichet unique, nous vivons tous assez espacés aussi. Le voisin le plus proche sur mon côté droit est à environ 1 mile. Le plus proche voisin de mon côté gauche est plutôt à 5 km. Le sens de la communauté ici est vraiment fort. Mais ici, vous êtes vraiment seul, dans tous les sens du terme. Et ce genre d'isolement est d'autant plus évident lorsqu'il y a une coupure de courant. C'est arrivé seulement 2 fois depuis que je vis ici. Et une seule fois, la deuxième fois, il y a dû avoir une grave défaillance de la centrale électrique qui nous alimente en électricité. Parce que le courant a été coupé toute la nuit. Et je ne me souviens pas seulement de cette nuit parce que je n'ai pas pu regarder les Pats jouer au football, mais ça me brûle la mémoire pour d'autres raisons. Comme je l'ai dit, deuxième coupure de courant. Mais grâce à l'expérience que j'ai acquise la première fois, je m'en sors un peu mieux cette fois. J'ai des bougies stockées, des lampes de poche à dynamo, et j'ai même acheté une plaque chauffante à piles qui pourrait être utile pour quelques utilisations. Au lieu de paniquer et de me cogner dans le noir, cette fois je me suis mis à l'aise. J'ai pris un bon livre et je me suis assis sur le canapé. Maintenant, c'est à ce moment que je dois parler de mon chien, Teddy. Teddy a reçu son nom parce que ma fille adulte pensait qu'il ressemblait à un ours en peluche, ce qui est le cas. Teddy ne s'est jamais cogné contre les meubles et n'a jamais été effrayé par le moindre bruit ou la moindre ombre. Teddy s'est simplement pelotonné près du feu de bois et a réchauffé ses os. Pendant que je me pelotonnais, Ted m'a jeté un regard comme s'il me disait « Tu vois ? T'as compris, mon vieux? Détends-toi et repose-toi. Le courant reviendra quand il sera bon et prêt à revenir. » Mais Teddy n'est pas resté longtemps aussi détendu. Et moi non plus. Quelques heures passent et je suis tellement absorbée par le livre que je lisais que lorsque Teddy a commencé à aboyer, j'ai presque eu peur. Vous voyez, Teddy n'a jamais aboyé pour quoi que ce soit, même quand il voyait des écureuils ou des ratons laveurs. Il me regardait juste comme « Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Ce sont des créatures, vieil homme. » Rien ne l'a jamais effrayé, donc l'entendre japper comme ça, c'était plutôt inhabituel. Donc je me suis demandé ce qui pouvait bien le faire flipper au point de le faire aboyer. J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Qu'est-ce que tu sens ?» Mais Ted s'est levé et s'est dirigé vers la porte du couloir, et il a commencé à grogner tout bas entre 2 aboiements. Et alors que j'étais là à le regarder, j'ai eu cette sensation désagréable au creux de l'estomac. Maintenant, bien que je respecte le 2e amendement, je ne crois pas vraiment à la nécessité de garder une arme à la maison. Je déteste ces choses. Et je l'ai toujours fait. Et pour faire court, j'ai perdu un parent dans un accident de tir quand j'étais enfant. Non, le simple fait d'être à proximité d'un pistolet me fait transpirer et m'angoisse. Tout ce que j'avais sous la main pour me défendre était un vieil arc recourbé que j'utilisais pour la chasse. Pas vraiment idéal pour arrêter un cambrioleur, mais c'était mieux que rien.
Je devais avoir l'air d'un vieux guerrier Comanche usé, rampant dans mon salon avec un arc et des flèches, avec seulement la lumière du feu pour voir ce qu'il se passe. Mais je ne me sentais pas comme tel. Je venais d'avoir 55 ans. J'étais un adulte. Mais quelque chose dans cette obscurité et cet isolement me donnait l'impression d'être un enfant effrayé. Dans le meilleur des cas, Teddy avait senti l'odeur d'un ours ou d'un lynx sauvage qui se trouvait encore au loin. Et dans le pire des cas, ça pouvait être quelque chose de bien pire. Quand je jette un coup d'œil à l'extérieur de la maison par la fenêtre de mon bureau, Teddy suit en sautant sur le rebord de la fenêtre et en aboyant quelques fois après avoir reniflé l'air. Quoi qu'il ait senti, je ne le voyais certainement pas. Donc après être apparu dans l'obscurité pendant 1 minute ou 2, j'ai ramené Ted dans la salle de télévision où il a cessé d'aboyer. Tout était calme à nouveau. Alors j'ai continué ma lecture. Environ 1 heure plus tard, la même chose se produit à nouveau. Teddy saute sur le tapis et aboie comme un fou. Mais cette fois, il semble considérablement plus agressif. Il s'est précipité vers la porte de la salle de télévision en grattant la poignée et en grognant d'une manière qui m'a effrayée. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu Teddy agir comme ça. Quand je l'ai laissé sortir du salon, Teddy a couru par la porte ouverte de la cuisine et a commencé à aboyer et à gratter la porte de derrière. Je veux dire, il y retournait et il n'était pas question que je le laisse sortir. Avec l'humeur qu'il avait, il aurait probablement couru aussi vite qu'il le pouvait et il se serait perdu. Il s'est arrêté d'aboyer 1 seconde, a reniflé l'air, puis est retourné dans la salle de télévision, où il a commencé à aboyer encore plus fort contre les porte-fenêtres en verre qui menaient au jardin. Je l'ai suivi en disant « Attrape-le, garçon! Déchire-le !» Mais quand j'ai aperçu les portes vitrées coulissantes, je jurais avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre dehors. Je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai vu. Ce n'était rien de plus qu'un flash de mouvement. C'était assez évident pour que j'attrape l'arc courbé, que j'avais posé contre le canapé. J'avais tellement peur que j'ai à peine pu aligner la flèche avec la cible. Ted est devenu fou à ce moment-là, agissant comme s'il s'apprêtait à briser les vitres et à chasser tout ce que l'on pouvait sentir. Et comme je l'ai dit, ça aurait pu être juste la façon dont la lumière du feu se reflétait sur les vitres, mais je n'étais pas prêt à jeter les dés sur le fait qu'il y ait quelque chose là, dehors. J'ai pensé que c'était parce qu'il avait perdu l'ascendance ou quelque chose comme ça, parce qu'il s'est complètement tu et a arrêté de tripoter la vitre des portes arrière. Mais ensuite il a fait la chose la plus bizarre. Il s'est éloigné des portes, s'est mis devant moi, s'est mis à 4 pattes et a fait pipi juste là sur le tapis. Il n'avait jamais fait quelque chose comme ça depuis qu'il était chiot. Ted était très bien éduqué à la maison. Ce n'était certainement pas non plus la peur d'un ours noir. Ted a toujours été dans les mêmes zones depuis qu'il est chiot. Et à moins qu'il en ait vu un, je ne peux pas imaginer qu'il aurait paniqué comme il l'a fait. Mais le fait est que les animaux comme les chiens sont connus pour aller aux toilettes tout seuls lorsqu'un prédateur beaucoup plus gros est dans le coin. Seulement, je ne peux pas imaginer combien il a fallu de plus pour que Ted oublie son apprentissage de la maison. Après ça, il est resté presque complètement silencieux. Juste un gémissement occasionnel, pendant que je me tenais là avec la lampe torche, attendant juste que la mère de tous les ours noirs vienne se fracasser sur mes fenêtres arrière. Au moins j'espérais que ce n'était rien d'autre qu'un ours noir. Je comprends ces animaux. Mais je n'ai pas du tout compris ce qu'il s'est passé pendant cette panne de courant, et ça m'a fait mourir de peur. Mais de loin, la pire partie de l'expérience a été quand j'ai entendu quelque chose dans la petite allée latérale de ma maison. Vous voyez, il y a un petit chemin de gravier, où ma femme avait l'habitude de faire pousser des légumes, juste à côté de la maison. Et je jure devant le Tout-Puissant que j'ai entendu 2 craquements distincts sur le gravier. Alors que je regardais dans l'obscurité pour la 100e fois, c'est là que j'ai commencé à appeler. « Je sais que vous êtes là, et je suis armée maintenant. Vous feriez mieux de partir d'ici. » J'ai écouté à nouveau et pendant les quelques minutes qui ont suivi, il n'y avait rien d'autre que le silence. Et ensuite, juste quand j'ai commencé à penser que j'avais tout imaginé, je l'ai entendu à nouveau. Des pas, clairs comme le jour sur le gravier. Cette fois, j'étais plus près. Et j'avais entendu des gens marcher sur ce chemin de gravier 100 fois au cours des années. Donc je vous le dis maintenant, ce qui était devant ma maison cette nuit-là était beaucoup plus gros qu'une personne. Si c'était un ours noir, ce devait être le plus gros de toute la côte Est. Je ne dis pas que ce n'était pas un ours ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'était juste un gros chien qui s'était perdu et qui s'était promené dans mon jardin. Mais comme je l'ai dit, c'était gros, vraiment gros. Et vous pourriez parier vos fesses que je suis venue. Je tremblais comme un chien qui chie, alors que j'entendais ses pas devenir de plus en plus silencieux alors qu'il quittait ma propriété. Je n'ai rien entendu pendant le reste de la nuit. Ted n'a pas aboyé à nouveau, mais il semblait qu'il avait jeté l'éponge avec cette ligne de défense de toute façon. Je n'ai rien entendu dehors et évidemment rien n'est entré dans la maison, sinon je serais en train de divaguer à ce sujet. C'est juste un peu surréaliste pour moi que l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie ressemble à un conte de feu de camp de seconde zone. Je n'ai pas peur facilement, et ce qui s'est passé pendant ce blackout m'a foutu les jetons. J'espère juste que cette chose, quelle qu'elle soit, que ce soit un ours ou la bête de Turner ou quelque chose d'autre, restera loin de ma propriété à l'avenir, parce qu'il faudrait bien plus que quelques flèches pour abattre une bête aussi grosse que ça.
Il y a un peu plus d'un an, en octobre 2019, des choses vraiment effrayantes se sont produites, et j'ai cru que j'allais perdre la vie. Je vis avec ma mère en Californie, juste à côté de Sacramento, et je l'aime beaucoup, parce qu'elle travaille vraiment dur pour prendre soin de moi. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais il y a un an, je n'allais vraiment pas bien. Je dépendais même d'un masque à oxygène pour respirer. Ce n'était pas un masque facial ou autre, c'était plutôt discret. Je portais ce qu'on appelle une canule nasale, qui est comme le petit tube en plastique transparent qui monte dans votre nez. C'était assez inconfortable au début, mais on s'habitue à tout au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, j'ai passé la plupart de mon temps branché à une machine PPP, et il était assez important qu'elle reste allumée à tout moment, sinon je risquais de suffoquer. Mais si elle s'éteignait ou se cassait pour une raison quelconque, je pouvais simplement passer à ma bouteille d'oxygène à pile. Et voilà, la mort tragique était évitée. Le système était parfaitement sûr, car j'ai été amenée à croire que ce système ne prenait pas en compte le fait que tout d'un coup, le système pourrait décider de couper le courant de ma maison. Je me réveille au milieu de la nuit avec l'impression que je suis sur le point de faire une crise d'angoisse, et il ne me faut qu'une seconde pour réaliser que je ne peux pas respirer. J'ai porté la main à mon visage, et j'ai senti que ma canule nasale était toujours dans mes narines, mais quand je suis retournée dans le lit, j'ai vu que mon appareil PBAP était éteint. En d'autres circonstances, j'aurais pu me débrancher de l'appareil, aller dans la chambre d'amis et me brancher sur la bouteille d'oxygène à pile. Mais comme j'étais très fatiguée et que la coupure de courant s'était produite pendant mon sommeil, j'avais perdu un temps précieux pour faire la transition. Imaginez la scène. J'ai l'impression d'être sur le point de m'évanouir, je ne vois rien parce qu'il fait sombre, et je dois traverser tout le couloir pour aller dans la chambre d'amis, alors que j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire 3 pas devant moi. Je n'avais que quelques secondes pour atteindre le réservoir de la batterie. Je faisais tous ces bruits de respiration sifflante, et je me sentais de plus en plus faible, alors que je sortais de ma chambre et faisais mes premiers pas dans le couloir. Je n'ai fait que quelques pas avant de sentir mes genoux se dérober sous moi. J'ai essayé de ramper, mais je ne pouvais pas. Et c'est à peu près tout ce dont je me souviens, jusqu'à ce que la prochaine chose que je sais, c'est que j'aspire de l'air par la canule comme une folle. Je dois avoir fait un tas de bruit en sortant de la chambre, et Dieu merci, parce que ça a réveillé ma mère. Elle doit m'avoir trouvé allongée là, avoir compris ce qu'il se passait, et m'avoir traîné assez loin vers la chambre d'amis pour qu'elle puisse brancher mon tube d'oxygène. Cela n'a duré qu'un instant ou deux, jusqu'à ce que le souvenir de cette peur me revienne en mémoire, et j'ai éclaté en sanglots. Nous avons dû nous rendre à l'hôpital pour qu'un médecin m'examine. Vous pouvez avoir des complications de santé désagréables si vous êtes privé d'oxygène comme ça. Et ce n'est pas seulement les choses évidentes non plus. Comme cela peut causer des caillots de sang dans vos artères à cause de la tension, cela peut être assez fatal. Mais ouais, j'ai été bien examinée, et bien que j'ai été assez secouée, j'allais bien autrement. Mais alors, toute l'affaire est sortie au sujet des coupures de courant, et cela a causé beaucoup de controverses. Pour ceux qui ne le savent pas, ici en Californie, on a découvert que certains équipements appartenaient à un groupe de compagnies électriques qui provoquaient des feux de forêt. Il y a eu cet énorme incendie, où presque 100 personnes sont mortes. Les pompiers ont découvert qu'il avait été déclenché par une ligne électrique qui était tombée. Puis les compagnies ont passé un accord avec le gouvernement fédéral. En conséquence, ils ont décidé de faire ceci. Leur décision a été de couper l'électricité à un tas de gens pendant la saison des feux de forêt. Malheureusement pour nous, notre maison était l'une d'entre elles. Nous avons eu de la chance, mais comme un type est mort parce qu'il était sous assistance respiratoire à domicile ou quelque chose comme ça, l'électricité a été coupée et boum, défaillance massive des organes. Les coupures de courant ont affecté d'autres choses aussi, comme les nébuliseurs, les machines de dialyse, les réfrigérateurs qui gardaient l'insuline fraîche, et les compagnies d'électricité ont dit qu'elles avaient averti les gens pendant des mois à ce sujet, et qu'ils devaient se préparer. Mais je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit à ce sujet. Mais oui, le moment le plus effrayant de ma vie, juste là en pensant directement que j'allais mourir, mais comme tant de fois auparavant dans ma vie, ma mère était là et m'avait sauvé la vie. J'ai commencé mon nouveau travail à l'aéroport Will Rogers. Je dis nouveau travail, mais j'ai juste été transférée dans une autre compagnie aérienne, et j'ai travaillé au même poste d'agent de piste. Maintenant, je dois vous dire que j'ai une peur bleue des hauteurs. Et la partie que je préfère le moins dans mon travail d'agent de piste, c'est quand je dois monter dans une soute à bagages, ou dans un avion à chargement arrière. Parce que c'est à environ 6 mètres du sol. La première chose est qu'il pleuvait. Pas seulement une pluie fine, mais une pluie battante avec quelques éclairs et des surtensions aléatoires. De temps en temps, des cadavres sont transportés dans les soutes. C'était l'une de ces occasions. Et ce soir, c'était ma nuit de chance apparemment. Parce que mon manager m'a dit que je jetais cet avion et que je retirais la cargaison de la soute. C'était le dernier avion de la nuit. Et il n'y avait pas beaucoup de cargaison à part le corps. Mon collègue, John, a tiré la rampe de chargement de l'avion et l'a soulevé pour que je puisse marcher jusqu'au tapis roulant pour entrer dans la soute. Environ 4 autres collègues arrivent, avec un remorqueur de bagages pour la cargaison. Je parle alors plus fort que la normale parce que la pluie frappe bruyamment la coque métallique de l'avion. J'espère que vous êtes tous prêts. Je n'essaie pas de rester ici toute la nuit.
John rit et dit « Ne vous inquiétez pas, peut-être que je pourrais trouver un nouvel ami d'ici là ?» en faisant référence au corps. Je n'ai pas pensé que c'était drôle, mais j'ai gloussé. J'ai grimpé dans l'espace étroit et exigu, et je me suis installée dans la poubelle, aussi loin que possible de la boîte en carton blanche à taille humaine. Et j'ai sorti mon téléphone de ma poche pour sélectionner la playlist à écouter pendant que je lance la poubelle. J'en ai trouvé une bonne, et j'ai commencé à travailler. Le tapis roulant avance à un rythme d'escargot, et il faut attendre qu'il scanne chaque paquet individuel, donc je ne peux pas les lancer aussi vite que je veux pour sortir de là. Après environ 10 minutes, je me rapproche de plus en plus de la boîte, et ma musique s'arrête de jouer. J'ai des écouteurs qui se détraquent lorsqu'ils sont mouillés. J'ai vérifié sur Spotify pour voir si c'était un pépin ou un problème avec l'application, et je vois que j'ai un texte non lu. J'ai reçu une notification et j'ai oublié au milieu de mon rap de manutention des bagages. La façon dont mon téléphone est configuré quand je reçois un message, il vous dira de qui il vient, mais il n'affichera pas le message. Vous deviez y accéder et le lire. Le message était d'un numéro inconnu, ce qui était étrange parce que très peu de gens ont mon numéro. J'ai cliqué sur la notification et j'ai lu le message, et tout ce qu'il disait était « Salut ». J'ai envoyé un message en retour et j'ai dit « C'est qui ?» Mon téléphone a affiché que celui qui a envoyé le message a vu le mien, immédiatement après qu'il ait été envoyé. J'ai attendu, sans réponse, j'ai relancé ma playlist et je suis retournée à mon travail. Peu de temps après résonne un coup de tonnerre si fort que l'avion a tremblé et m'a fait sursauter. J'ai très vite rationalisé et je suis retournée au travail. J'ai remarqué que le tapis roulant n'avançait plus. J'ai crié à John « Qu'est-ce qui se passe là-haut? Pourquoi ça s'est arrêté ?» Et ils m'ont dit de rester assis. Ils m'ont dit de ne pas bouger, qu'ils allaient déposer ce chargement. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller? Environ 1 minute plus tard, il faisait froid. Je pouvais voir mon souffle. J'ai pensé que c'était juste un front froid et j'ai cherché des bagages d'un étranger pour m'appuyer dessus pendant que j'attendais. Alors que je cherchais un sac à prendre, un éclair a traversé le ciel et j'ai vu le flash d'un petit garçon, 11 ou 12 ans, assis sur une boîte blanche, me regardant avec ce sourire étrangement heureux et sa tête légèrement tournée sur le côté. Mon cœur s'est effondré et je me suis figée, ne quittant plus cette boîte des yeux pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai été surpris par le tapis roulant de remplacement qui s'est mis en marche juste à côté de l'avion. J'ai couru vers le tapis roulant en mouvement, rampant aussi vite que je pouvais en essayant de garder mon équilibre et en paniquant. Au moment même où j'ai touché le sol et j'ai regardé John, je lui ai dit « Non, c'est fini, tu vas devoir aller là-dedans ». Je voulais pas expliquer exactement ce que j'ai vu. Mais John savait que quelque chose me faisait peur. Alors il m'a demandé ce qui n'allait pas, ce que c'était. J'ai bégayé un peu et je suis partie avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Puis j'ai reçu une notification de nouveaux messages textes que j'ai entendus assez fort et clair cette fois. Ils répondent en expéditeur inconnu disant « C'est ton nouvel ami ?»